Nous sommes tous multifacettes et nous avons tous une histoire à raconter. Vous écoutez Entretien avec un dentiste, le podcast qui va à la rencontre des personnalités inspirantes du monde dentaire. Je vous propose de venir avec moi écouter des personnalités engagées, passionnées, dont le parcours est surprenant ou atypique. L'objectif est de mettre en lumière des femmes, des hommes qui ont réussi à conjuguer leur vie professionnelle et leur passion, qui se sont investis à 100% dans leur carrière ou qui ont osé tout quitter pour changer de vie. Dans une société de plus en plus digitalisée où la cadence s'accélère de façon vertigineuse, questionner les différents regards, prendre le temps d'écouter l'autre, nous donne des clés pour mieux se comprendre. Je suis Florence Etcheverry, chirurgien dentiste et ici votre hôte. Il y a quelques temps, j'ai lancé un questionnaire sur les réseaux pour apprendre à vous connaître et comprendre quelles étaient vos attentes, en quelque sorte savoir à qui je m'adressais. Vous avez été nombreux à me répondre et le résultat est super enrichissant. Je prendrai le temps de vous répondre individuellement, mais je tenais d'ores et déjà à vous remercier pour le temps que vous m'avez accordé. Aussi, quand je vous ai demandé quel profil vous aimeriez écouter, vous m'avez répondu massivement des reconversions. Donc ça tombe bien, c'est justement le sujet d'aujourd'hui. On parle souvent de reconversion et de mal-être dans les métiers qui touchent à la santé, mais aujourd'hui, plus que jamais, ça concerne toutes les catégories professionnelles. Et j'ai plutôt l'impression que c'est une question de tranche d'âge. Antoine était ingénieur dans le secteur biomédical lorsqu'il a été licencié de sa boîte et s'est retrouvé au pied du mur. Il a alors décidé de faire une pause et a demandé à faire un bilan de compétences. Il voulait s'extirper de cette sensation de précarité et du stress lié à l'emploi dans le secteur de l'ingénierie. Ce bilan, qui lui a pris plus d'1 an, l'a conduit à la conclusion qu'il souhaitait devenir chirurgien dentiste. Il a donc monté un dossier pour obtenir une passerelle en 3e année à la faculté de Lyon et a signé un contrat CESP. Le contrat d'engagement de service public qui a été créé en 2012 par la loi de financement de la sécurité sociale et qui prévoit une allocation mensuelle à partir de la 2e année des études d'odontologie. Cette formule existe d'ailleurs en médecine et a même été créée en premier lieu en médecine, c'est ce que nous explique par la suite Antoine. Donc en contrepartie, ceux qui bénéficient de ce contrat s'engagent à exercer à titre libéral ou salarié dans une zone où l'offre médicale est insuffisante. C'est un échange passionnant où à la fin les rôles se sont inversés et c'est Antoine qui a fini par me poser des questions. Je vous laisse à notre conversation et je vous souhaite une très bonne écoute. T'es en Savoie, c'est ça ? Ouais. Et le cabinet dans lequel t'exerces, il est... Il est pas en Savoie, il est dans l'Ain, le cabinet, ouais. Ok, donc ça te fait combien de distance par rapport là où t'habites ? En kilomètres, c'est pas mal, je crois que c'est 35 kilomètres, mais en fait, il n'y a pas un seul feu rouge, donc c'est 35 minutes. Ouais, C'est, ça va. c'est la route de campagne, quoi. Donc c'est un peu beaucoup, mais c'est vivable, quoi. Ouais. Toi, quand après donc ta reconversion et quand tu as intégré la faculté de dentaire, tu as fait une demande de CESP. Enfin, en tout cas, il y a des propositions en fait de contrats d'engagement de service public. Et toi, c'est ce que tu as fait pour financer tes études. Ouais, Et en moi, fait, ça, tu le demandes au début, tu le demandes pas en sortant de la fac, hein. Parce que c'est trop tard, t'en as besoin avant, bah quoi. oui, Ouais. c'est ce que j'avais compris, mais en fait, Ouais. c'est un truc que je connaissais pas du tout. Je savais pas que ça existait. Ça se passe comment ? C'est pas si ancien que ça, hein, comme système. Ça vient de la médecine, en fait. Ça fait encore moins longtemps que, enfin encore moins, ça fait quand même quelques années, hein, mais ça fait moins longtemps que ça existe en dentaire. Et comme ça avait pas un succès fou en médecine, et puis qu'il y a quand même des problèmes démographiques aussi en dentaire, ils ont étendu ça. Ils ont étendu ça aux facs de dentaire. Et donc en médecine, il y a, tu vois, ils passent leur ECN en 6e année là, et donc tout le monde se tire la bourre, mais il y a il y a un classement à part qui est les postes CESP. Donc il y a certains postes qui sont réservés CESP. C'est que de la médecine générale en campagne quasiment. Il doit y avoir quelques postes d'autres spécialités, mais en gros, c'est ça qui posait problème, c'est qu'il y a des gamins qui sont en 2e, en 3e année, ils ont besoin de financer leurs études. Enfin, ils savent qu'ils vont être médecins, mais ça s'arrête là. Et en fait, ils doivent déjà, s'ils prennent les sous, ils savent qu'ils vont se restreindre à quasiment sûr la médecine générale, à peu près, quoi. Et à Limoges et
voilà, à la campagne. Ouais, Et donc, ils ont, des je coins sais pas, ils ont reculés, 20 quoi. ans, ils n'ont pas encore rencontré quelqu'un, tout ça, donc en fait, ça enferme vachement. Et donc, je suppose qu'avec tous les sacrifices qu'ils font, c'est un peu jeune pour fermer les choix. Donc, ça n'a pas un succès énorme. Et en dentaire, un peu plus, parce que ben, les études sont moins longues. Et du coup, ouais, il y a des places qui sont arrivées comme ça, ouais. Et moi, clairement, ça faisait Mais, partie du package de réflexion dès ouais, le début, parce qu'il fallait de toute ouais, façon être financé. Donc, ça a été ouais, vraiment des réflexions parallèles, quoi. ouais, ouais. Et donc toi, tu as commencé ta vie professionnelle dans un milieu qui n'est pas forcément celui de la santé à la base, puisque tu es Ouais, ingénieur. Et ben, en fait, tu vois, j'avais l'impression que dans notre métier, surtout en ce moment, il y a beaucoup de désirs de reconversion. Souvent, on se plaint de notre métier qui est stressant, qui nous demande beaucoup de compétences aujourd'hui différentes qu'on n'a pas forcément acquis pendant nos études. Et donc, j'avais plutôt l'impression que c'était propre au métier de santé. Donc, de chercher à partir, tu veux dire? ouais, de chercher Ouais. à faire autre chose. Et toi, enfin, je veux dire, qu'est-ce qui t'a poussé en fait à 30, il me semble 35 ans, Hmm. à faire ce choix de repartir dans un cursus long? Bah, en fait, c'est marrant parce que moi, j'avais pas du tout cette perception-là de, d'aller à contre-courant de plutôt un flux qui serait de partir de la santé pour aller ailleurs. Moi, ce que je voyais dans le monde où j'étais, c'était complètement l'inverse. Euh, je voyais plein de gens qui cherchaient à se reconvertir. Moi, mes copains de terminale, on est tous devenus ingénieurs. Maintenant, il y en a deux, je crois, qui sont encore ingénieurs, quoi. Tout le monde a changé. Donc, et enfin, je sais pas, mon environnement social par ici, c'est pareil. Les gens, en fait, je pense qu'on est un peu la première génération qui bah, change, qui prend des virages professionnels plus large qu'avant, quoi. Et donc peut-être que toi tu voyais ça parce que tu vois beaucoup dans la santé, donc tu vois des gens qui partent. Et ben moi je voyais des gens qui partaient aussi de mon côté. Je pense qu'il y a des flux dans les deux sens en fait, quoi. Ouais, ouais. Je pense que tu as raison, en fait. Je pense que c'est plutôt générationnel. C'est que Ouais, complètement. nos parents, c'était inconcevable, à part quelques exceptions. Mais si tu veux, tu rentrais dans une boîte où tu rentrais dans un domaine, tu te posais même pas la question, bien ou pas bien, t'allais jusqu'au bout. Ouais, disons que De bien ou toute pas façon, bien, il y avait des garanties sur lesquelles tu pouvais compter. Et nous, bien ou pas bien, on a vu qu'on pouvait pas trop compter sur les garanties. Donc bon, bah, si c'est pas bien, on va bouger, quoi. Parce que de toute façon, on n'a pas grand-chose ouais, et sur quoi compter. Donc puis il y a une recherche d'épanouissement ouais, professionnel qui aussi, ouais. n'existait pas avant. Et c'est vrai que l'âge de, on va dire, 35, 40 ans, c'est vraiment l'âge où on se connaît, où on a une expérience suffisante de la vie pour savoir dans quel domaine on aimerait bosser. Et puis Mm. aussi, on a un petit peu plus de construit sa vie, donc on peut un peu se poser. Mais bon, ça, on va en reparler parce que c'est vrai et en même temps, c'est quand même super compliqué quand tu as des enfants en bas âge et quand tu dois nourrir une famille. Donc, Bah souvent, c'est à peu près le même âge hein, où on commence à se demander un peu si on est sur la bonne route et puis où on a quand même construit des trucs de type famille, quoi. C'est les deux qui vont ensemble, quoi. toi, t'en étais où professionnellement quand tu t'es dit ça va plus, il faut que je change? Donc, bah moi, donc, je travaillais. Il y avait un contexte quand même d'emploi compliqué. J'avais fait des études longues, quand même assez difficiles, quoi, qui m'avaient demandé pas mal de sacrifices. Et le compte y était pas, quoi. Bah ouais, à 34 ans, j'avais été deux fois au chômage. Enfin, j'avais vraiment l'impression que le compte y était pas, quoi. Que le problème principal, c'était l'emploi, quoi. Je savais que je pouvais devoir bouger de région parce que j'ai plus de boulot et qu'il faut aller ailleurs. C'était un problème dans ma vie, quoi. Enfin, c'était une forme de précarité. Alors, pas la pire précarité, hein, mais
quand même une forme de précarité que normalement, après 10 ans d'études, après le bac, tu préférerais t'en passer, quoi. Ouais. Et donc ça, c'était vraiment un problème. Donc j'avais un boulot, c'est comme ça qu'on est arrivé en Savoie, dans une petite start-up, quoi, une toute petite PME. Donc c'était sympa, mais ouais, disons que la partie intéressante du boulot se faisait beaucoup grignoter par la partie moins intéressante, quoi. Et donc j'y pensais, mais j'y pensais comme quand on a encore un petit peu le choix de pas se frotter trop fort au changement non Mm. plus, quoi. Et puis un beau jour, j'ai appris que j'allais être licencié, quoi. Bon, bah, t'es gentil, mais il n'y a plus de sous, alors tu dégages. Donc C'était là, quoi ça a été comme vraiment. boîte? C'était une toute petite boîte dans le secteur biomédical, D'accord. qui était mon domaine d'ingénierie de formation, quoi. Et ouais, voilà, bon, bah, t'es mignon, mais on n'a plus de sous, alors tu rentres chez toi, quoi. Donc là, c'était le moment, ok, bon, là, on va faire une petite pause, on va réfléchir un peu à ce qu'on veut faire pour la suite. C'était assez évident que je retrouverais pas mieux et que ça allait être difficile de trouver équivalent et que équivalent me disait plus tellement, quoi. Donc Mm. c'était un peu bon, une forme d'opportunité, hein, de se dire, bon voilà, on va se poser un petit peu, on va réfléchir, qu'est-ce que tu sais faire, qu'est-ce que tu sais pas faire, et qu'est-ce que tu veux pour la suite, et pour éviter ce stress d'emploi qui était vraiment quelque chose dont je voulais plus, quoi. Mm. Et Et tu puis, t'es fait aider ou tu l'as fait tout seul, cette démarche de remise en question? alors bon, ça trottait un peu dans ma tête, hein, on en discutait un petit peu, genre, tu vois, les discussions de trajet en voiture, quoi. Euh, mais voilà, c'était pas plus concret que ça, parce que finalement, ben, quand on a un boulot et un salaire qui tombe, finalement, on est occupé par ça, quoi. Mais ça trottait un petit peu, et puis donc, bah, du coup, un jour, j'étais au pied du mur, quoi. Il fallait vraiment trouver, et du coup, c'est marrant, le réflexe, quand j'ai su que j'allais être licencié, c'était de demander un bilan de compétences. Euh, et donc j'ai fait ça. Et ouais, ça a permis disons, d'avoir un cadre pour réfléchir à tout ça, quoi. Mm. Et, Et ça s'est étalé sur une période de combien de temps? le bilan lui-même ou la réflexion sur Ouais, qu'est-ce que tu vas bah faire de ta tout vie quoi. maintenant, quoi. Ouais. Entre le, on va dire entre le licenciement et l'intégration en dentaire. Il s'est passé entre l'annonce du licenciement et vraiment la rentrée, il s'est passé plus d'un an et demi. Ah oui. Ouais, j'ai appris genre au mois de février ou janvier, un truc comme ça, et la rentrée c'était septembre suivant, quoi. Et là, au niveau familial, t'en étais où à cette période? Et ben, donc j'ai deux filles, la deuxième avait un an et demi, donc ils étaient petits, quoi. Et du coup, bah, je me suis donné une petite année pour savoir où j'allais, quoi. Et, du coup, c'est cette période-là qu'il y a eu le bilan de compétences et puis bah, pas mal de travail de recherche à côté, quoi. Le bilan de compétences, c'est un peu l'auberge espagnole. Je trouve que c'est intéressant pour avoir un cadre, pour avoir bah, quelqu'un de désintéressé avec qui parler de toutes les pistes auxquelles on a pensé et tout, mais il faut pas attendre qu'il y a des Non. solutions qui viendraient de la De personne qui te l'extérieur, ouais. suit. Ils peuvent pas, enfin ils connaissent pas assez. Par contre, ils peuvent aiguiller, ils peuvent challenger un petit peu quand il y a une idée un peu folle. Ils mettent un petit peu des holas et si on est assez motivé pour passer au hola, c'est qu'il y a quelque chose, quoi. Ça, c'était pas mal. Je pense que je suis tombé sur quelqu'un justement, de pas trop complaisant. Je suis pas allé dans enfin, il y a plein de boîtes de bilan de compétences. On est un petit peu. On n'est pas le client, ni le produit. On est la condition sine qua non pour toucher les aides des employeurs qui financent ces trucs-là. Donc Ouais. quand on va les voir, on est formidable, on est le meilleur, on est merveilleux, qu'est-ce qu'on est intéressant. En fait, enfin, moi, ça m'avait pas donné confiance. J'avais vraiment l'impression que bon, j'étais là pour qu'il y ait de l'argent qui tombe des organismes, quoi.
Et il y en avait, je me rappelle pas du tout du nom de l'organisme. C'est un truc semi-public dans des locaux un peu pourris. Ils n'avaient pas la belle plaquette. Ils me disaient pas que j'étais formidable au bout de 4 secondes de conversation. Et ça m'a vachement plus donné confiance. Et je regrette pas du tout. Le gars était sérieux et justement pas complaisant, quoi. Il était pas là pour me dire ce que j'avais envie d'entendre. Et c'était très bien comme ça, quoi. Et ton frère est kiné, donc tu avais quand même quelqu'un avec toi qui a fait des études dans la santé. Ouais. C'est quelque chose qui t'avait déjà titillé avant? Alors la santé, oui, complètement. C'était j'avais vraiment failli tenter la médecine à l'époque de l'orientation en terminale, quoi. Et j'avais pas fait ça. J'étais parti en sciences, mais ça s'était vraiment joué un cheveu. Je crois que j'ai pas osé sur le coup. C'était la fin des années 90. Il y avait très très peu de place. Enfin, c'était un petit peu aller au casse-pipe. Et j'ai pas eu assez confiance pour tenter le coup. Et je saurais jamais si j'ai bien fait ou pas, hein. Mm. Et donc voilà, et puis après, bon, c'est pas un hasard. Après, quand je me suis retrouvé en école d'ingénieur, j'ai fait une filière biomédicale. Donc c'est pas T'as du fait tout quoi médical, hein, mais comme parcours? T'as fait le parcours maths sup, maths spé, concours moi j'ai fait le parcours maths sup, grosse gamelle, et DUT ensuite, et école d'ingé. Ok. Ouais, compliqué la première année. Et donc ouais, voilà, je suis allé faire une école d'ingénieur qui proposait une formation en génie biomédical. Donc, alors c'est pas médical, hein, c'est un métier technique d'ingénieur. Mais disons où on a une culture biologique et médicale un petit peu plus poussée. Disons qu'on connaît un petit peu l'hôpital par la fenêtre technique, quoi. Ouais. Et par rapport à mon frère, je crois que ça n'a pas joué du tout. Lui, en fait, ouais, il est handicapé, il est aveugle, il aurait bien fait autre chose, lui, comme orientation à la base, mais de toute façon, des métiers qu'on peut faire quand on voit pas, bah, il n'y en a pas 36, et du coup, c'était formation de kiné ou rien, donc il n'est pas du tout allé là-bas par choix. Alors, après, il a bien accroché avec le métier, il est très content d'être kiné, et il fait ça très bien, et il y a pas de souci, il est bien là-dedans, mais clairement, il n'a pas choisi, quoi. Donc moi je me disais pas mon frère il a l'air de s'éclater Mm. ou je ferais bien un truc un peu comme lui. Enfin c'était vraiment indépendant, quoi. Ouais, ouais. Donc du coup Et on est deux frères dans la santé, c'est un peu un hasard quand même, hein. t'as bossé aussi, non, un peu dans les labos de neurosciences. Enfin, t'as eu plusieurs postes Ouais, assez proches aussi du domaine de la santé. Enfin, même ouais, si, c'est comme tu vrai, disais, ouais. c'est de l'ingénierie, mais Ouais, en fin d'école d'ingé, j'étais assez tenté par la recherche et j'ai fait mon stage de fin d'études d'ingé dans un laboratoire de neurosciences à la Salpêtrière à Paris. mhm, euh, dans, dans des neurosciences très proches de la psychiatrie. Et c'était génial. J'étais le seul ingénieur avec que des biologistes et des internes en psychiatrie. Donc, pas du tout la même culture que les autres. Et ouais, j'ai découvert, c'était pour faire un Master 2 ex-DEA. Et donc c'est l'année où on commence à se frotter à de la recherche scientifique, quoi. Où on apprend à faire de la biblio, à penser raisonnement scientifique et tout. Et ouais, c'était vraiment, je pense dans ma vie, c'est l'année d'épanouissement intellectuel la plus forte. À 24 ans, on découvre tout ça, on a l'impression d'avoir le cerveau qui fleurit. C'était génial. Vraiment, quoi. Et en même temps, je voyais bien que les gens qui travaillaient là-dedans, labo CNRS, avec les travers qu'on connaît, en fait, les gens, je les sentais quand même pas trop épanouis. Ils faisaient un métier qui les éclatait, et à raison, quoi. Ils faisaient des trucs vraiment super, mais ils étaient ultra stressés, tout le monde allait un peu mal, quoi.
Et Ah ouais. je me disais que, ouais, enfin, Et à 24 ans, tu comprenais pourquoi, en fait, enfin, ce paradoxe, parce que comment tu peux être passionné par ce que tu fais et en même temps pas t'épanouir dans ton travail. bah, la recherche académique, c'est quand même un boulot ultra stressant. Il y a une énorme pression à la publication, Mm. une énorme pression pour trouver des financements. Ils bossent énormément. Enfin, c'est vraiment enfin, c'est quand même un boulot de forçat, hein, d'une certaine façon. Et donc, bah, c'est des structures qui sont très verticales. Il y a des gens qui sont placés au-dessus ont un énorme pouvoir sur les gens qui sont placés en dessous, et tout le monde est très stressé, quoi. Et ouais, c'est des rapports humains qui sont pas simples, quoi. Et alors, bon, quand moi j'étais étudiant, j'étais même pas thésard, donc j'étais euh, un peu libre là-dedans, donc j'en souffrais pas, mais je voyais les autres qui psychologiquement, ils avaient une existence pas facile, quoi. C'était vraiment dur. Alors, ils continuaient parce qu'ils s'éclataient, hein, mais je pense que les gens souffraient pas mal, ouais. Et du coup, moi, je me suis cru plus malin que tout le monde. Je me suis dit, bah, puisque tu es ingénieur, donc, pardon, je mélange tout. J'avais fait mon stage de fin d'études là-dedans, mais ensuite j'ai poursuivi en DEA. Donc en fait, dans le labo, j'ai passé 1 an et demi, les 6 mois de stage plus l'année d'après. Donc ça m'a laissé un petit peu le temps de voir tout ça. Ouais. Et du coup, après, à l'issue de ça, je savais que je voulais continuer en thèse, mais j'avais peur de me retrouver dans le même état que les gens qui travaillaient dans le même labo. Et donc c'est là que je me suis cru plus malin que les autres en me disant, bah, puisque tu es ingénieur, tu peux peut-être trouver à faire ta thèse dans une entreprise. Euh, voilà, en me disant que la casquette ingénieur plutôt qu'un master de la fac était un peu plus séduisante dans les entreprises. Là, on était dans des années où il n'y avait pas de problème d'emploi. Là, le marché de l'emploi fonctionnait bien. Et du coup, je me suis dit, eh ben, au lieu de faire de la recherche dans un labo, tu vas faire de la recherche dans une entreprise à cheval sur un labo. Et je m'étais dit que les rapports seraient peut-être un petit peu plus sains, etc. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé en thèse CIFRE, dont je me souviens plus trop ce que ça veut dire, mais c'est les thèses financées par une entreprise, où on a un pied dans l'entreprise et un pied dans un labo universitaire avec un directeur de thèse qui est un vrai scientifique, quoi. Et ouais, je parlais d'épanouissement intellectuel tout à l'heure, bon, là, c'était pas la même. Mais là, Euh, t'étais dans quel labo universitaire alors? alors, j'étais dans un labo universitaire qui avait déjà des liens avec l'entreprise dans lesquelles j'avais trouvé le financement, en fait. Du coup, j'ai pas mal changé de sujet de recherche. Moi, je me disais, ouais, ce sera passionnant de toute façon. Et bon, quand même, il y a des sujets un peu moins passionnants que d'autres. C'était intéressant, mais c'était pas aussi stimulant que les neurosciences fondamentales là, que j'avais commencé à toucher du doigt pendant ce DEA, là, ce Master 2. Et du coup, j'étais tout le temps dans l'entreprise, et j'allais une ou deux. C'était même pas dans la même ville, j'étais en région parisienne la plupart du temps, et le labo il était à Lyon, donc je faisais, je sais pas, peut-être j'allais voir 3 fois dans l'année, 4 fois mon directeur de thèse, et le reste du temps j'étais dans la vie de l'entreprise. Euh, ouais, voilà, c'était pas ma place, assez clairement. Mm. Alors bon, c'est hyper formateur, la thèse c'est une épreuve un peu initiatique aussi, quoi. On Ouais. saigne pas mal hein, pendant quelques années. C'est vraiment un marathon. Mais Et ça apporte pas mal, quoi. ça a dû te servir, même après, plus tard, dans les études de Ah dentaire, bah ouais, bon, ouais, bien sûr, évidemment, ouais. la thèse, mais même aujourd'hui, dans l'approche scientifique, tu vois, des fois qu'on perd un peu, c'est-à-dire quand on sort de la fac, sauf ceux qui continuent les DU et Mm. tous les parcours universitaires, mais ceux qui sont pressés de partir, dont je faisais partie Ouais. après, tu vois, de se remettre à la biblio, de se remettre aux fondamentaux. Ouais, complètement. Ça, et même dans la vie de citoyen, en fait. Enfin, je fais un peu un parallèle entre un métier qui est donc un métier qui est clinique, qui est pas scientifique, qui est pas loin de la science, mais qui est pas un métier de scientifique. On produit pas de la connaissance.
n'utilise pas des méthodes de scientifiques pour être dentiste, quoi. On a plein de connaissances qui sont, elles, étayées sur de la science, en général, et on utilise ça, mais en fait, on n'est pas complètement partie prenante. Et moi, ça m'aide beaucoup d'avoir des notions de science en termes de raisonnement, quoi. Comment ce papier est écrit, est-ce qu'il a une valeur, est-ce qu'il n'a pas trop de valeur scientifique, est-ce que celui qui affirme ça sur les réseaux sociaux, il parle dans le vent, ou est-ce qu'il a un peu pris soin d'étayer ce qu'il avance. Euh, c'est, je pense, des outils un peu d'hygiène intellectuelle, quoi, qui sont assez intéressants. Bah, là, on est en période Covid, enfin, on est en plein dedans, quoi. Les discussions à tort et à travers sur des sujets qu'on ne maîtrise pas, on est dans une période vraiment caricaturale là-dessus. Et de s'être un petit peu frotté à qu'est-ce que c'est qu'une connaissance étayée, qu'est-ce qu'un niveau de preuve, qu'est-ce qu'une info qui a été un petit peu apportée de façon crédible ou pas, selon la façon dont on cite ses sources, selon sa façon dont on relativise aussi ce qu'on dit. Et ben c'est assez intéressant aussi pour un citoyen, quoi. Enfin, pour ça, je suis hyper content de disposer de ces outils-là intellectuels. Je suis plus du tout un scientifique, ouais. Ça fait 10 ans que... Non, ouais, pas loin. Ah ouais, tu te considères pas comme scientifique? Je me frotte plus à ça, j'écris plus d'articles, je saigne plus sur des données à essayer d'exploiter de la façon la plus rigoureuse possible pour justement éviter de dire des bêtises, que la moindre virgule qu'on met dans un article, il faut qu'elle soit ultra justifiée, et du coup, toute cette... pas cette lenteur, mais cette rigueur, quoi. Ouais. Ça fait des années que je suis plus astreint à ça, quoi. Même pour écrire la thèse en dentaire, c'est quand même plus cool, quoi. On a moins besoin d'absolument être ultra sûr de tout ce qu'on écrit. C'est marrant parce que vraie différence, quoi. La perception des choses, parce que finalement la santé, ça se situe où, quoi? Si effectivement en tant que soignant, hein, je veux dire pas la santé en tant que chercheur, mais on n'est pas littéraire, on n'est pas vraiment scientifique, on est... Il y a c'est assez ambigu, et du coup, je pense que si tu poses cette question-là à 100 personnes, je pense qu'il y a moyen de vraiment avoir des réponses qui sont très très différentes. Parce que tout le monde a pas la même vision c'est pas facile, a pas la même vision de qu'est-ce qu'est une information de qualité, et qu'est-ce que je peux affirmer, qu'est-ce que je peux me permettre d'affirmer quand je dis quelque chose. Quand je dis quelque chose à mon patient, c'est plus de la vulgarisation que vraiment délivrer de l'information scientifique. Donc là, ça va. On n'est pas obligé d'être capable de dire ou dans quel article j'ai lu ça, et on dit ce qu'on a appris, On répète en fait ce qu'on a appris à la fac. On répète ce qu'on a appris en formation après, etc. Mais ça reste de l'info où j'ai l'impression qu'on est plus vulgarisateur pour convaincre le patient d'avoir des bonnes habitudes d'hygiène, etc., dans son propre intérêt, quoi. En fait, un scientifique, c'est pas ça. Il communique pas avec son patient, il communique avec ses pairs, et il a intérêt à avoir écrit ou annoncé, affirmé des choses qui sont solides, parce que sinon son article, il n'a aucune raison d'être publié, quoi. Et donc on reste dans le noir. C'est vraiment différent. Et donc la position du soignant, elle est super différente entre je suis dans ma salle de soins et j'explique à mon patient comment se brosser les dents, où là on est vraiment vulgarisateur, et on s'adapte à son patient pour essayer de délivrer une information qui lui permettra de se brosser les dents le mieux possible, et que d'avoir un impact. Et ça change complètement déjà si ça va être deux dentistes qui discutent. Là, ça va être plus pareil. On va être un petit peu plus clinique, un petit peu plus pointu,
Et c'est encore un autre degré si on veut vraiment parler sur un terrain scientifique. Et là, ouais, je trouve qu'on change vraiment de niveau d'exigence. Si on en discute entre confrères, ah ouais, toi tu fais comment? On est à mi-chemin entre l'artisanat, moi j'ai mon petit coup de main, je mets un petit coup de spatule comme ci, comme ça pour donner la bonne sculpture et tout. Ou ouais, là, c'est la dimension artisanale. C'est super différent de présenter le résultat d'une étude scientifique avec des stats, un setup expérimental qui permet qu'il y ait le moins de biais possible, des stats qui soient les plus honnêtes possibles dessus, et une discussion qui soit pas trop complaisante avec son hypothèse de départ. On n'est vraiment pas du tout dans le même niveau d'exigence intellectuelle, et en même temps on est dans une communication, enfin c'est inverse quoi. On est dans une communication qui est hyper aride, quoi. On va pas aller parler comme ça à un patient, ça n'a aucun sens. Je veux dire, même un patient qui serait familier d'articles scientifiques, etc., on va pas aller le noyer dans des écarts-types, quoi. Enfin, il faut lui montrer un geste, quoi. Enfin, donc, ouais, surtout que là, ça le concerne, même, donc, quand bien même la personne, elle est scientifique. À partir du moment où ça te concerne, ton corps et ta personne, et ça t'intéresse un petit peu moins, là, pour le coup. Tu as plus envie qu'on te dise quel est ton problème et quelle est la solution à ton problème. Ouais, quoi. ouais, aussi, ouais. Et du coup, c'est vrai que, parce que je trouve que j'ai pas trop bien répondu à ta question, la position du soignant là-dedans, elle est vraiment hybride, d'autant plus que ceux qui finalement sont sortis de la fac sans vraiment se frotter à la science au sens production d'une connaissance scientifique, donc ouais, avec toute l'aridité qu'il y a derrière, souvent pensent de bonne foi, hein, c'est pas être des scientifiques, parce que sur leur bac c'est écrit S comme scientifique, et que effectivement hein, c'est des études où on est plus près de la science que de Balzac, mais c'est pas des scientifiques en fait. Quand on sort de dentaire, on n'est pas un scientifique, on connaît pas la recherche, on connaît pas comment fabriquer de la connaissance, et souvent, enfin c'est un peu ce que j'ai vu avec les copains de promo, c'est que comme on connaît pas cette distinction, on croit qu'on est dedans, et c'est pas tout à fait la même légitimité. Alors souvent c'est pas grave, parce que je veux dire c'est pas non plus un énorme problème, mais voilà, quand on se met à relayer des choses qui sont pas trop bien établies et qu'on le fait en se croyant ça peut être scientifique, problématique. c'est un petit peu gênant. Et je trouve, Ouais. c'est vraiment des questions qui sont complètement dans l'air du temps en ce moment avec les histoires de Covid. Des gens qui affirment des trucs qui n'ont aucune réalité scientifique, des choses qui sont juste pas établies, ou même on a essayé de l'établir correctement et c'est genre il n'y a plus débat. Et pourtant, tu as quand même des gens qui sont soignants et qui se réclament de ça. Moi, ça me pose un énorme problème intellectuel. Ouais. Moi, et tu penses d'ailleurs à ce titre que on manque de rigueur scientifique peut-être pendant notre cursus, c'est-à-dire que on est trop dans l'aspect technique. On peut pas tout faire. Ouais, c'est difficile. Je crois que ça a beaucoup changé par rapport aux anciens qui n'avaient pas du tout de culture scientifique. Je crois qu'en médecine, il y a eu un virage quand même qui a été assez important. Maintenant, il y a de la lecture critique d'articles dans leurs concours là. Donc il y a un virage qui a été en tout cas commencé. En dentaire, je sais pas trop, mais j'ai l'impression que dans le temps, c'était un petit peu plus loin de la science qu'aujourd'hui. Mais je trouve qu'il y a quand même un petit peu une zone grise, ouais, où on croit qu'on est dedans sans être vraiment dedans. Et puis on a des cours, par contre, on a des cours qui sont donnés par des profs qui sont très cliniques, et on a des cours qui sont donnés par des profs qui sont dentistes, mais aussi qui ont fait de la recherche derrière, qui en font toujours, et qui eux, pour le coup, sont des vrais scientifiques. Et on a les deux, on va avoir un cours de l'un le matin et un cours de l'autre l'après-midi. Je suis pas sûr que tout le monde fasse très très bien la différence si on n'a pas, si on ne s'est pas déjà frotté à ces questions-là, quoi. Et puis c'est vrai qu'en 6 ans, on peut pas tout faire non plus. Et bon, s'il faut choisir, il faut quand même plutôt apprendre à faire correctement sans être trop dangereux. Ouais, non, mais voilà, complètement. Plutôt que d'être super calé sur des tests statistiques, hein, parce que bon, c'est pas non plus le cœur du métier, quoi.
Ouais, je suis d'accord. Et donc toi, après cette année et demie de réflexion, Mhm. t'as eu un... Alors ça se fait pas non plus comme ça en claquant des doigts, mais t'as eu une passerelle Mhm. et t'es arrivé en troisième année. Ouais. Euh, Cette arrivée en troisième année, dans une promo, alors déjà avec un écart d'âge, comme on le disait, qui à cet âge-là peut paraître important, en tout cas pour les étudiants. Et, euh, et en plus en cours de route, c'est-à-dire que la promo est déjà établie, les gens se connaissent. Tu l'as vécu, toi? En- L'arrivée parmi les jeunes, tu veux dire? ouais, en troisième année. Ah, le jour de la rentrée, c'était marrant, hein. Il y avait, c'était le jour où ma fille aînée rentrait en maternelle. Donc, le premier jour d'école pour elle et le premier jour d'école aussi pour moi. C'était rigolo. Donc, le matin, je la pose à l'école et puis après, je prends ma voiture et je vais à la fac pour faire ma rentrée à moi, quoi. C'était assez rigolo. Et ouais, bah là, ouais, clairement, je n'emmenais pas large. Je me retrouve dans les couloirs. Alors, c'est donc, eux, ils commençaient leur deuxième année ensemble, puisqu'ils avaient tous passé. Enfin, il y avait déjà une promo, quoi. Ils avaient passé leur deuxième année ensemble. Et donc, là, ouais, on arrive dans un couloir, tout le monde se connaît. Ouais, salut, t'as passé des bonnes vacances et tout. Tu vois, j'étais là avec mon cartable. Et ils ont été super. Euh, Moi, je me suis senti hyper bien accueilli. Ils étaient curieux, mais bien. Et Euh, à Lyon, hein. ouais, c'était à Lyon, ouais, ouais. Et ouais, voilà, je voyais que les gens m'avaient repéré, hein, j'avais pas tout à fait la même tête qu'eux. Et ouais, voilà, il y en a qui sont venus vers moi, me poser deux, trois questions, mais sans trop se demander ce que je foutais là non plus, quoi. Enfin, je sentais que j'étais le bienvenu. Et, Et ouais, voilà, ça s'est coulé de façon assez facile, quoi. Beaucoup plus que ce que j'imaginais. Et ouais, moi, j'ai trouvé que j'étais bien accueilli, quoi. Et d'une façon générale, se retrouver plongé d'une centaine de personnes comme ça. On a passé 4 ans ensemble, on a 15 ans d'écart. C'est une expérience super intéressante, même je veux dire, dans Humainement, la ouais. vie, dans la vie perso, quoi. C'est super enfin, je vois ça un peu comme un Erasmus, mais dans le temps, quoi. L'Erasmus, c'est dans l'espace, on part dans un autre pays avec des gens de son âge, et là, je suis resté dans le même pays avec des gens d'une autre génération qui avaient plus l'âge de mes nièces que le mien, quoi. Et j'ai adoré, quoi. C'est marrant de voir. Et puis, enfin, je les ai un peu vus mûrir aussi, quoi, pendant ces 4 ans. Ils ont complètement changé. C'était mignon, quoi. Et tu penses que t'étais un peu un référent, le fait d'avoir plus d'expérience, d'être plus âgé, d'avoir du recul sur la vie et tout. Non, non, pas trop, Non. non, non, non. Et enfin, heureusement, enfin, j'étais pas le vieux sage à qui on va demander conseil. Heureusement, quoi. Enfin, je me serais pas du tout senti légitime pour ça. Non, non, voilà, à part quelques vannes de temps en temps, ce qui est de bonne guerre, quoi. Euh, non, non, il me posait des questions assez factuelles sur comment je m'organisais, voilà, le, le fait d'avoir des enfants, etc. Mais sinon, non, j'étais pas le vieux sage sur la montagne qu'on va consulter quand on a un problème dans la Ok. vie, et heureusement, quoi. Ouais. Ouais, heureusement, ouais. Et les enseignants, parce que c'est ce qu'on disait au tout début, tu te retrouves. Enfin, je veux dire, il y a des attachés, il y a Hmm. des. Alors, peut-être pas après professeur ou même maître de conf, mais en tout cas, assistant et attaché, tu devais te retrouver avec des personnes du même âge que toi. Ouais, ça c'est vraiment bizarre. Euh, Il y a vraiment une énorme différence de statut entre l'étudiant et tout ce qui n'est pas étudiant à la fac. C'est hyper hiérarchisé, on sent vraiment qu'on n'est pas tout à fait humain, surtout au début, là, en troisième année. Je... Enfin, par rapport à ce que j'avais connu de mes études en école d'ingé, où bon, on voit bien la différence entre le prof et l'étudiant, mais il n'y a pas vraiment l'humain et le sous-homme, quoi. Et là, j'ai vraiment senti ça. Surtout en troisième année, j'avais vraiment l'impression que les étudiants, on était un espèce de troupeau
indifférencié de branleurs en puissance, quoi, il Maté. fallait secouer pour qu'ils s'investissent un peu dans leurs études. Moi, Ouais. j'avais l'impression d'être au milieu de plein de gens super sérieux, vachement impliqués et tout. Et, euh, disons, l'attitude par défaut, que ce soit des enseignants ou pas des enseignants, ça peut être administratif et tout, c'était le branleur à mater quelque part, quoi. Enfin, je sais pas si c'est parce que du coup, moi j'avais l'habitude qu'on me parle comme un adulte et tout ça, donc j'ai vu le truc un petit peu en noir. Je sais pas Ouais. trop. Mais en tout Non, cas, mais au alors, début. Après, ça t'énule beaucoup, hein. t'es pas le Mais seul hein, à penser, enfin, à avoir ce ressenti-là qui peut mm, d'ailleurs laisser des traces pendant pas mal d'années. mm, Moi, je l'ai pas eu sur le moment parce qu'effectivement, quand tu arrives et que tu as 19, 20 ans, ben, tu sais pas exactement à quoi t'attendre, donc tu sais pas comment ça se passe ailleurs, en fait. Donc moi, mm, dans mon imaginaire, ça se passait un petit peu comme ça dans toutes les études supérieures où on te demandait beaucoup de travail et enfin une exigence en fait en résultat. Et c'est après moi que je me suis, c'est en faisant un travail avec du recul où je me suis dit c'est pas normal quoi. Enfin je veux dire moi je parle pas de tous les enseignants, mais moi, je pense que la pédagogie, c'est quelque chose de passionnant, la transmission aussi, et je me vois pas avoir cette attitude justement dominatrice mm. à faire peur aux. Enfin, moi, j'avais des enseignants et des enseignantes clairement qui me faisaient peur, quoi. Ouais. Je rentrais dans les salles de soins pour les voir bosser. Moi, j'avais des sueurs, quoi. Ouais, ouais, après, ils ont ce sentiment d'avoir l'impression qu'on était une masse indifférenciée. Finalement, c'était un peu réciproque parce que on les connaissait pas encore très bien. Et du coup, on avait aussi l'impression que les profs étaient une masse indifférenciée. Après, plus on passe du temps au contact les uns des autres, plus tout ça, ça s'individualise un petit peu. Donc là, on commence à voir que bah ouais, lui, il est content de faire peur. Il y a des gens vraiment toxiques, hein, et il y a enfin, et la plupart des gens, en fait, ils sont là pour enseigner, ils le font très bien et tout. Mais c'est vrai qu'il faut attendre un petit peu. Enfin, peut-être La d'arriver en clinique. clinique pour. Ouais, Mm. ça change vraiment beaucoup. On n'est plus ouais, les enfants à qui il faut faire rentrer dans le crâne qu'il faut travailler. Et on est plus. Alors, pas des futurs confrères non plus, hein, faut pas exagérer. Mais on rentre dans quelque chose un petit peu plus personnalisé en tout cas. Et là, on voit effectivement les différences entre les gens. Donc, bon, il y a de tout, hein. Il y a des gens super, il y a des gens vraiment, enfin, vraiment toxiques. Mais ouais, ça s'individualise quand même un petit peu après. Et chaque année, on devient un petit peu plus humain. Alors, on arrive en sixième année, comme par magie, on devient super. C'est assez bizarre, ouais. Mm. Mais cette impression, enfin, assez forte du début de la préclinique, ça, je pense, que ça pèse beaucoup après dans les rapports après. Moi, j'ai mis hyper longtemps à me détendre un petit peu avec eux, quoi. Alors qu'il y avait des gens, bah, même qui étaient plus jeunes que moi, et je me rendais compte un peu trop tard que, en fait, voilà, ils étaient là pour nous, ils étaient super et tout, mais il y avait un peu un péché original du début, Mm. ouais, une espèce de méfiance assez réciproque. Et par rapport à mon cas personnel, du coup, à cause de ça, c'était assez ambigu. J'ai jamais trop réussi à comprendre qui me prenait pour un adulte, qui était au courant que j'étais, enfin, de mon parcours, du coup, enfin, du fait que j'étais arrivé après et tout. Je savais pas qui savait quoi et qui en pensait quoi et qui trouvait que j'avais ma place ici, qui trouvait que j'avais pas ma place ici. J'ai jamais trop bien su en fait. Donc ouais, c'était toujours un petit peu ambigu. Euh, Ouais, c'est curieux cette j'ai distance jamais trop et su. ouais, il y a vraiment une distance. On a l'impression que on cherche pas à te connaître quoi, en fait, alors qu'on n'est pas nombreux, tu vois. Enfin, là, Ouais, ouais. ça a augmenté là aujourd'hui les promos, mais nous, on était vraiment c'était des classes quoi, plus que des Mhm. promos en fait. Ouais, ouais. Et tu vivais comment matériellement pendant ces années-là? Ben, puisque j'étais financé, en fait, la première année, donc la troisième année, je savais pas encore si mon plan de CESP allait fonctionner ou pas.
C'est pas quelque chose qui se gère avant la rentrée, c'est quelque chose qui se gère au cours de l'année. Il y avait eu un petit peu des rebondissements, à un moment j'ai cru que j'allais pas l'avoir et tout. Donc là c'était une année, bon bah on serre tous les robinets à fond j'avais un loyer du coup à payer à Lyon. Je sous-louais une chambre chez l'habitant, donc vraiment la solution la moins chère qu'on puisse imaginer. Et puis bah, sinon tous les robinets fermés quoi. De toute façon, c'était une année avec énormément de boulot. J'avais quand même 2 ans à rattraper. Plus, c'était une année avec beaucoup de boulot. On était évalué vraiment tout le temps. C'était une année avec une réforme de l'enseignement où il n'y avait pas des cours magistraux et puis des examens à la fin du semestre. On recevait un cours par mail et la semaine d'après, on arrivait en TD, on commençait par l'évaluation. Ah oui. Donc, et puis, on essuyait un petit peu les plates. C'était la première année que ça se faisait. Donc il y avait bah, voilà, des enseignants qui avaient vraiment la main lourde. Il y avait des fois 200 pages de photocopies de bouquins à connaître pour la semaine d'après. Et puis il y avait 3 autres évaluations du même jour, du même type le même jour. Enfin, c'était une charge de boulot vraiment importante. Et donc matériellement, ça tombait bien parce que de toute façon c'était boulot la semaine, le soir et le week-end. Et donc on n'a pas dépensé beaucoup de sous cette année-là. Et donc après, j'ai su que j'avais le CESP, où là, du coup, j'avais quand même un revenu. Et ça permettait d'éponger le surcoût de la vie lié au fait que j'habitais pas chez moi la semaine, quoi. Ça devait être Et chaud quand même. Hein, c'est-à-dire que la semaine, tu étais en appartement sur Lyon pour les études et tu ouais. retournais avec ta femme et tes filles le week-end. Ouais. Et donc à partir du moment où il y avait le financement, déjà financièrement, je savais que ça passait. Donc ça libère aussi un petit peu le truc. Et puis après, il y a le côté familial, quoi. Effectivement, là, moi, je disais tout à l'heure que la première année était difficile au niveau boulot. Elle a été aussi sacrément difficile pour ma compagne, qui s'est pris quand même un bon changement de rythme dans la figure cette année-là. Donc les 2 enfants en bas âge, et la vie de tous les jours à gérer toute seule. Ouais, elle faisait une drôle de tête à Noël quand même. Elle était vraiment à genoux. Enfin, on était tous les deux bien défoncés, mais je crois qu'elle encore plus quand même. Et d'où l'intérêt d'avoir préparé ce genre de reconversion un peu longue, de l'avoir vraiment préparé à deux et Ouais. d'avoir tout bien bétonné. Enfin, il faut vraiment que ce soit un projet vraiment bien ficelé parce que ouais, il y a quand même des moments où ça pique, hein. Et donc bon, voilà, cette année-là, on l'a passé. Et puis après, c'était quand même un petit peu moins intense. Après, quand on arrive en clinique, ça se passe moins le week-end. Donc le week-end, j'étais un petit peu plus là pour prendre ma place. Et ça restait dur pour elle, mais moins critique quand même. Et jusqu'à la 6e année où j'avais pu me débrouiller pour être à la maison à peu près la moitié de la semaine. Donc là, c'était carrément mieux. Et, et ouais, voilà, maintenant, des années quand même avec pas mal d'absences. Et du coup, il faut que le reste de la famille suive aussi, quoi. Il suffit pas que celui qui fait sa reconversion réussisse ses examens. Il faut aussi que les autres tiennent le coup. Et Ouais. ouais, voilà, ça C'est, demande c'est... quand même une forme de solidité, quoi, parce que c'est long, hein. Ouais. Ouais. Mais C'est ça se fait, hein, aussi. je veux dire, ça se fait. Ouais, ça se fait avec, comme tu disais, enfin, faut bien être d'accord, il faut bien composer aussi, quoi, parce que là, vous étiez pas forcément tout le temps sur la même longueur d'onde, quoi, j'imagine. Ah non, on n'avait pas les mêmes problèmes au même moment, hein. Ça c'est sûr. Ouais, ouais. Donc Et c'est aussi, ça doit être aussi fédérateur parce que tu es obligé de te serrer les coudes quand même. ah bah ouais, complètement, là, c'est vraiment un fonctionnement d'équipe. Euh, Ouais, si ça marche, c'est grâce à tout le monde, quoi. Et certainement aussi que ça doit mettre la pression pour valider les examens en juin et À pas fond, repasser 10 matières en septembre, quoi. à fond. Ouais. Ah ouais, il s'agissait pas de redoubler là, hein, c'était la hantise. Au début, ça c'était un gros stress parce que moi, ça faisait 10 ans que j'avais pu passer un examen. Je savais quand même plus trop bosser de façon scolaire.
Plus j'avais fait un parcours où clairement on m'avait jamais demandé d'apprendre quoi que ce soit par cœur, quoi. Je me rappelle en école d'ingé, il y avait même certains examens où on pouvait venir avec son cours, parce qu'en fait on n'est pas évalué sur la capacité à retenir le cours, on est évalué sur d'autres choses, sur qu'est-ce qu'on en fait, comment on va pouvoir résoudre un problème à partir de là, mais pas sur une masse de connaissances à avoir en tête, quoi. Euh, un ingénieur, il bosse sur son ordinateur, s'il a oublié un truc, bah, il va le chercher, quoi. Et puis après, une fois qu'on a trouvé l'info, bah, on s'en sert et on continue. L'enjeu, il n'est pas du tout là. Là, j'arrivais dans des études de santé, je savais qu'ils avaient tous été, c'était quand même les survivants d'un concours hyper difficile en première année, où ils avaient été quand même vachement sélectionnés sur leur capacité à manger du par cœur. Ouais. Et donc, moi, j'avais jamais fait ça de ma vie. Et il y avait une énorme incertitude sur, ok, bon, maintenant, ils m'ont pris, ce qui est super, hein, j'étais super chanceux qu'ils m'aient pris, mais je savais pas du tout si j'étais capable de réussir les examens, quoi. Et donc, ouais, il a fallu attendre la moitié de la première année pour avoir les premiers retours, de voir que bon, bah, ok, ça allait, quoi. C'était pas fou, mais ça passait. Donc, si ça passe le premier semestre, il y a des chances que ça passe pour la suite. Et donc là aussi, la pression a redescendu d'un bon petit cran en se disant, bon, ok, a priori, on est capable, maintenant on déroule, quoi. Mm. Mais Et c'est pas de redoubler. Ouais. Non, ouais. Et puis, je sais pas après comment ça se passe à Lyon. Il y a un taux de redoublement important chaque année? Pas trop, non. Non, non, c'est Non. vraiment. Il y en a tous les ans, il y en a un ou deux qui redoublent, c'est assez marginal. Euh, Souvent, c'est pas trop une surprise non plus. Euh, voilà, des gens qui étaient vraiment limite niveau clinique, qui étaient vraiment loin des quotas, ce genre de choses. Mais l'idée, c'était. Il y avait aussi, ouais, il y a eu des cas aussi de filles qui faisaient aussi la reconversion et qui lançaient un bébé en route. Donc nous, il y a une copine de promo, elle était dans ce cas-là où elle avait bah, eu sa grossesse en même temps, donc forcément les quotas, elle savait que ça allait pas fonctionner, elle en avait pris son parti et du coup elle avait Mm. organisé sa vie en sachant que ça durerait un an de plus. Et Elle était en reconversion aussi, tu me ouais, disais? aussi, ouais. Et, Et et donc de elle avait quelle... fait la passerelle l'année d'avant. Alors elle faisait un truc qui avait absolument rien à voir. Je voudrais pas dire de bêtises. Elle était dans la culture au sens large. Je pourrais pas Ah trop ouais? détailler en Bon, plus. faudra que tu me retrouves Ouais, ces coordonnées. je Parce que peux là, te les retrouver. ça fait beaucoup de matière, quoi. Un bébé, une reconversion en même temps. Fou. Ah bah ouais, ouais, elle a pas chômé, ouais. Et du coup, ouais, voilà, elle s'est organisée comme ça. Elle a fait, donc, enfin, c'est pas un redoublement surprise, quoi. Mm. Et après, voilà, il y en avait quelques-uns, mais il n'y avait pas des redoublements massifs, des grosses proportions de promos qui retournaient, quoi. Par contre, l'idée, c'était d'éviter de prendre trop de rattrapage à faire à la rentrée en septembre. Ouais. Parce que bah, on se voit pas de l'année, ce serait bien qu'on se voie un petit peu l'été. Là, pour le coup, ça c'est sympa aussi, hein, on retourne dans un rythme où il y a des grosses vacances d'été. Il n'y a pas que des mauvais côtés. Et donc ouais, l'idée c'était aussi de ne pas réviser tout l'été, quoi. Ou de pas passer l'été à la clinique à faire des rattrapages. Ouais, ouais. Ouais, ça m'est arrivé qu'une fois. J'en veux encore Au à celui prof. qui m'a envoyé là-bas. C'était quelle matière? Joker. Non, mais tu dis pas le prof. Mais c'était... C'est Non, quelle... parce que ça revient au même. Ah, oh. Bah, voilà, bon, ça s'est pas trop mal passé finalement. J'ai pu les plier assez vite. C'était l'année de la grève en fait. Tu sais, Oui, ouais, le règlement arbitral, oui. le truc de Marisol Touraine, là. Mm. Et donc, il y a eu un bon mouvement dans les facs. C'est un peu ça qui avait fait courroie de transmission pour que le mouvement soit relayé ensuite chez les praticiens. Et du coup, bah, on avait quand même fait une grève assez longue. Donc, par contre, les quotas n'avaient pas bougé, quoi. Les Mm. profs, ils nous soutenaient, mais par contre, il y avait zéro aménagement par la suite, quoi. Donc, ils nous soutenaient comme ça. Et du coup, ouais, c'est un petit peu coincé pour les quotas derrière.
Bon, finalement, ça s'est pas si mal passé, mais par effet de cascade, j'ai dû repasser une autre matière que Et par un module? examen, quoi. Ouais, voilà, avec le jeu des modules, Ah. j'avais pas eu la moyenne à un truc débile. Et du coup, j'avais dû le repasser et c'était encore un truc débile, vraiment du par cœur enfin, du par cœur de photocopieuse. Ouais. Enfin voilà, ça existe, il y en a, Ouais, bah, je faut, vois bien, je faut vois passer sous les fourches codines. exactement de Mais quoi tu parles, hein. ouais, voilà. Et donc, ça m'avait un peu gâché mes vacances, mais pas trop, parce qu'il y en avait pas trop non plus, donc ça va. Hmm. Mais je retiens les noms. Bon, tu veux pas les dire alors. Non, non, Marc, je je les comprends. dirais off pour bitcher un petit peu. Mais moi, je connais pas la fac de Lyon, donc tu m'aurais dit Clermont-Ferrand, je t'aurais harcelé pour savoir. Ouais, bah, en fait, j'ai pris conscience il y a environ 48 heures qu'il y a des gens qui allaient écouter et que peut-être qu'il y en a qui me connaissent et qu'il fallait peut-être que je fasse un petit peu attention, on n'est pas juste au téléphone tranquillement, quoi. Ah ouais, 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 c'est vrai. J'ai mis longtemps à piger. C'est vrai, mais bon, ça n'empêche pas qu'on a le droit de mal vivre certaines choses Ah ouais, ouais. et d'en parler. Et côté manuel, côté Ouais. apprentissage technique, c'est quelque chose. Enfin, tu vois, t'avais déjà on va dire, cette envie de faire un métier manuel, euh, où ça a été quand même une découverte et un peu une surprise, tu vois, des salles de TP, des choses au début où on voit pas trop l'utilité, je sais pas, Ouais. de tailler des dents dans de la cire ou dans du plâtre ou je sais pas. Ouais, alors les TP les plus éloignés de la pratique dentaire, genre la cire et tout ça, en fait, je suis passé au travers parce que c'est des choses qui se faisaient en deuxième année. Mm. Quand je suis arrivé en troisième année, j'ai rattrapé certains TP qui étaient de la taille de dents, les préparations pour les cavités, là, pour restauration, parce que ça, apparemment, enfin, ça risquait de vraiment me manquer, effectivement. C'est quand même bien d'avoir fait un petit peu de phrase pour ça avant. Mais sinon, il y avait des TP ils sculptaient des dents en cire, ils faisaient de l'anatomie tête et cou aussi, ils faisaient le passage des nerfs et des vaisseaux et tout en cire. Tout ça, j'ai pas fait. Donc les TP un peu loin de vraiment la pratique dentaire de tous les jours, je les ai pas fait. Et donc les TP que je faisais, pour le coup, il y avait bah, t'apprends à tailler une couronne, tu vois très bien à quoi ça va servir, quoi. Donc il n'y a pas eu ce truc de se demander pourquoi on me faisait faire ça. Après le côté manuel, ça faisait un peu partie du cahier des charges que je m'étais fait pour réfléchir reconversion. Euh, dans mon boulot d'avant, j'étais 100% sur un ordinateur, à part dans certaines phases expérimentales où il y avait un petit peu de bricolage et c'était un peu rigolo, mais sinon la plupart du temps, tu es vraiment sur ton ordi. Et bon, c'est pas que ça me pesait à mort, mais ça manquait quand même un petit peu de produire quelque chose d'un petit peu tangible, quoi. Et bon, j'ai jamais été tenté par les métiers d'artisanat, etc., mais j'y voyais toujours une certaine noblesse, quoi, dans les gens qui sont capables de fabriquer des choses, quoi. J'ai toujours trouvé ça assez classe. Et ça, pour le coup, c'est vrai que c'est vraiment sympa dans ce métier-là. Tout à l'heure, on parlait de science, on n'est pas loin de la science, on réfléchit, on doit avoir des connaissances qu'on qu'on actualise un peu toute la vie. Et puis, bah, on est aussi un artisan, quoi. Et ça, c'est... ouais, moi, je suis hyper content de travailler avec mes mains, quoi. Et du coup, je m'attendais enfin, ça faisait un peu partie du cahier des charges, donc je m'attendais à être content de ça. Et ouais, en se retrouvant en TP, ouais, bah, petit coup de pression la première fois, quoi. J'étais nouveau, je savais qu'ils allaient bien regarder comment j'allais tailler ma dent. Et c'est marrant parce que le premier coup de fraise, j'étais ok, je suis au bon endroit. Enfin, il y a eu une Ah espèce ouais. ouais, il y a eu une lumière qui a descendu sur ma tête. Et c'était ok, là c'est bon, c'est ça qu'il te faut, t'es au bon endroit. Vas-y, enfin, vas-y, tu peux y aller, c'est ça qu'il te fallait, quoi. Et ça m'avait bien fait du bien, parce que c'était au tout début. Et effectivement, j'y repense souvent. Des fois, je suis en train de. Enfin,
bien concentré sur une dent en bouche et tout. Et je repense à ce moment-là où je taillais ma première dent et à cette sensation-là. Et j'aime bien, quoi. Et C'est vachement bien de travailler avec ça. tu sais, quand t'as fait cette année de questionnement sur ton orientation, t'as fait des stages, t'es allé voir différents. T'as hésité avec d'autres voies que celle de dentiste. Ouais, en fait, j'avais pas du tout pensé à dentiste à la base. Euh, donc j'avais beaucoup hésité à tenter la médecine à l'époque de la terminale, mais je savais même pas que dedans il y avait dentaire. Donc moi je pensais à la médecine parce que bah, en fait c'est facile de penser à la médecine. Tout le monde sait à peu près ce que c'est. Moi un dentiste, j'avais dû y aller, je sais pas moi une fois dans l'enfance et puis c'est tout. Donc vraiment enfin, ça faisait pas partie de ma carte mentale quoi. Je savais pas ce que c'était qu'un dentiste. Ouais, enfin, je pense que j'y étais allé 3 fois dans ma vie à ce moment-là, quoi. Donc, bon, ça va, j'ai pas eu de problème, mais c'est pas, ne faites pas ça. Et, euh, du coup, ouais, non, j'y avais pas du tout pensé. Donc, je creusais assez méthodiquement toutes les idées que j'avais. Je réfléchissais, qu'est-ce qui pourrait faire que c'est une bonne idée, qu'est-ce qui pourrait faire que ça pourrait coincer, etc. C'était mon boulot, quoi, cette année-là. Je réfléchissais du mieux que je pouvais et de façon la plus froide possible en fait est-ce que ça c'est une bonne piste pour moi ou est-ce que c'est pas une bonne piste pour moi, mais dentaire j'y avais pas du tout pensé, donc j'avais pensé à médecine directe, c'est ça qui ressortait clairement du bilan de compétences et tout, mais mais le fait que c'est 10 ans d'études, que à la 6e année on sait pas quel métier on va faire avant la 6e année et en plus on sait pas dans quelle ville on va le faire, euh, bah, en réfléchissant à deux, hein, ça se réfléchit à deux. On s'était dit là, ça va faire beaucoup quand même. Ouais, j'avais 34 ans, c'était pour repartir dans 10 ans d'études, ça c'est quand même un bon Ouais. petit cran en plus hein, que dentaire. Et en plus, si ça se trouve, je vais être dans telle spécialité à Brest ou à Nice ou à Paris ou quoi. Là, on se disait, mais ça va être trop lourd. Déménager toute la famille, vendre la maison, trouver un autre boulot. Enfin, là, on se disait, on va pas. On s'est dit que c'était trop, quoi, tout simplement. Donc, on avait éliminé ce choix-là, donc pour des raisons rationnelles, quoi. Hmm. Euh, donc, je suivais aussi d'autres pistes qui n'avaient rien à voir avec la santé. Et puis en fait, à la période où tout ça nous trottait dans la tête, euh, j'étais super discret hein, sur ces projets de passerelle et tout. Je réfléchissais aussi à... Ouais, non, pardon, je reprends à l'endroit. Comme médecine, je m'étais dit qu'en fait, c'était pas une option raisonnable. J'avais pensé à la maïeutique, sage-femme. J'avais On peut dire bah, un sage-homme bon... maintenant ou pas? Non, non, pas du tout. Alors, sage-femme, en fait, c'est pas la femme qui est sage et qui exerce ce métier-là, c'est la personne qui connaît la femme. Et Ah, donc, ok. un homme, il peut tout à fait être sage-femme, quoi. Mais je crois que, ouais, en gros, le vrai terme, c'est maïeuticien, maïeuticienne. Là, pour le Hmm. coup, ça peut se Hmm. mettre au masculin. Et finalement, j'avais rencontré un mec sage-femme et lui disait, bah, je suis sage-femme, quoi. Enfin, c'est le Oui, il avait pas de mot que tout le problème monde avec ça, connaît, ouais. ça lui posait pas de problème. Lui, ça posait pas de problème à grand monde d'ailleurs. Et ouais, donc moi j'avais pensé à ça, donc j'avais eu 2 enfants, j'avais vraiment adoré à ce moment-là. Et puis c'était un métier sur le peu que j'en connaissais, enfin j'avais un bon a priori dessus. Et je m'étais pas mal renseigné. Bah, c'est à cette occasion-là que j'ai découvert la passerelle, en réfléchissant à ça, que ça existait pour les études de santé, quoi. Euh, j'avais fait un stage assez, genre, au moins une semaine dans une maternité, donc en salle de naissance et tout, et enfin, j'avais adoré, quoi. Je, enfin, ça me paraissait un super job. J'étais tombé sur des gens vraiment sympas, super accueillants en plus, enfin, ça les dérangeait pas que je sois là, ils avaient tous envie de me montrer leur métier, enfin, c'était vraiment cool. Et par contre, j'avais appris que ça commençait à plus trop être le plein emploi dans ma région, qu'il commençait à y avoir des restrictions d'installation, que bah, trouver du boulot à l'hôpital, c'était pas toujours simple et tout. Et là, je me disais, bah, tu vas pas quitter une galère d'emploi pour en trouver une autre.
Donc là, c'était vraiment une raison suffisante pour laisser tomber. Enfin, moi, c'était hors de question de me reconvertir vers un boulot où j'allais avoir du mal à trouver du boulot, quoi. Enfin, ça, j'avais assez donné pour ça, c'était vraiment un truc pas moyen. Donc, sage-femme, non. Pardon? Non, non, c'est que je Ah oui, me d'accord. disais que finalement, oui, c'était l'aspect libéral, enfin, c'est-à-dire liberté d'installation, être peut-être, pourquoi pas travailler en association, mais surtout être toi ton propre chef. Non, à ce moment-là, pas trop. En fait, c'était que je savais qu'il y avait à peu près deux façons d'exercer qui étaient soit à l'hôpital, et dans ce cas-là, eh ben, il faut se faire embaucher. Et je savais que ben, c'était plus comme avant et que ça commençait à être pas simple. Et, ou alors, tu es en libéral et dans ce cas-là, bah, tu es censé t'installer comme tu veux. Et, sauf que ça commençait à non plus à pu être le cas parce qu'il commençait à restreindre la liberté d'installation. Ah ouais. Et donc là, je me disais, oulala, si soit tu te fais embaucher, mais c'est pas facile de se faire embaucher, soit tu t'installes, mais il y a des freins à l'installation, voilà, c'est ça qui m'a fait dire, mais en fait, je vais pas apprendre un nouveau métier pour supplier de pouvoir l'exercer, quoi. Ouais, J'avais donné là-dessus. et sage-femme en libéral, je suis pas sûre que t'accouches en fait. Si, sauf à Non, domicile, les femmes peu, qui veulent. ouais, Bah, tu voilà, vois, assez peu. Mais globalement, alors tout existe, mais de ce que j'avais compris, c'était quand même globalement, si tu veux faire des accouchements, c'est salle de naissance à l'hôpital, si tu veux en faire régulièrement, quoi. Et sinon, c'est plus le suivi avant, après, et là, ça se fait aussi en libéral, quoi. Hmm. Euh, ouais, Et ça a l'air d'être deux modes d'exercice assez différents, assez mais en tout différent, cas, ouais. ouais, les deux, il y avait un gros stop, en fait, sur ce boulot-là. À cause de la dimension employabilité du truc, quoi. Ouais. Et donc ça, c'était non, et enfin, j'étais un peu triste de me dire que ça, c'était non. Et puis, ouais, j'étais assez discret sur tout ça, mais un jour, on en parle à une copine, euh, je sais pas, voilà, on devait avoir envie de pas trop garder le secret tout le temps non plus. Et on parle de tout ça à la copine en question, et elle dit, ah, c'est marrant, tous tes projets, là. Bah, tu vois, moi, mon père, il est dentiste, il est bientôt à la retraite, il adore son job, il organise sa vie comme il veut, il aime bien ses patients, et, euh, et ouais, je sais pas, il devait avoir 60 ans, et il est hyper content de son boulot. Et tu m'intéresses, un boulot où quelqu'un est encore content. À 60 ans. Ouais, ouais, ça mérite de creuser un petit peu. Après, dentiste, du coup, moi, j'avais pas du tout pensé. J'avais les mêmes a priori que bah, beaucoup de nos patients. Ah, c'est crade, c'est dégoûtant, c'est pas intéressant, c'est toujours la même chose et on le fait que pour le pognon, quoi. Hmm. Voilà, j'avais l'idée un peu comme tout le monde, quoi. Mais bon, j'étais là pour creuser les pistes, quoi. C'était un peu, tu vois, la dimension, c'était mon boulot cette année-là, c'était de chercher, c'était pas que chercher que les trucs qui avaient l'air sympas. Et donc, j'ai fouillé un petit peu et au bout de 2 heures, je voyais que ça cochait toutes les cases de mon petit cahier des charges que je m'étais fait dans la tête et enfin, qu'il y avait tout ce que je cherchais et toutes les infos que j'avais trouvées sur le métier. En fait, c'est ça, quoi. Et au bout de 2 heures, j'avais complètement changé d'avis. Et du coup, comme j'étais déjà bien briefé sur l'existence de la passerelle et tout, ça y est, c'était parti, quoi. Ouais. Et, En 2 heures. et aujourd'hui, donc, enfin, là, donc après, tu finis ton cursus, tu passes ta thèse. Et comment ça se Mm. passe quand tu te retrouves à ce moment-là, quoi, 39 ans, Ouais, c'était ça, ouais. c'est ça? Euh, Ouais, si, ouais. donc ça, on est en octobre 2019, je crois, Ouais, ouais, la thèse, ouais. la thèse. Et là, ça y est, c'est le plongeon dans la vie professionnelle. T'arrives dans cette nouvelle vie professionnelle avec quel état d'esprit? Ouais, là, c'était un petit peu le deuxième effet qui se coule parce que pendant tout le temps où on prépare la reconversion, où on est dans les années d'études, on se dit, bon, allez, serre les dents, forme-toi du mieux que tu peux et tu verras après, bah, tu seras de retour à habiter chez toi et tout ira mieux. Puis en fait, bon, bah, de fait, c'est vrai, hein, c'était quand même beaucoup plus confort. Mais bon, n'empêche que il y avait quand même
deux, trois preuves pas à fournir, mais enfin, c'est quand même un gros changement. Et enfin, c'est vrai que j'étais tellement focalisé sur le fait de réussir cette passerelle, pas redoubler, passer ma thèse pas trop, enfin, assez vite pour retourner à une vie d'adulte normale, c'est-à-dire un adulte qui a un métier et qui se lève le matin pour faire son métier, quoi, que j'avais pas bien anticipé ce que ça allait être que la vraie vie au cabinet, quoi. J'avais eu un petit aperçu. On a un stage actif en sixième année, donc j'avais vu un peu, quoi. Mais je m'attends. Moi, j'avais pas bien enfin, j'avais pas bien imaginé que ça allait être un changement aussi important. Et c'est vrai que ça secoue un petit peu le passage dans la vraie vie, quoi. Et j'avais pas du tout bien réfléchi à ça avant, quoi. Donc ouais, c'était assez un gros changement, quoi. Après, je suppose que c'est aussi à peu près pareil pour les jeunes qui sortent à l'âge normal, hein. C'est un gros changement. Mais moi, j'avais un peu cru que ça y est, j'avais fait le plus dur. Et bon, c'était vrai. Mais quand même. Ben, parce que enfin, c'est vrai que pour en discuter avec d'autres confrères régulièrement et puis aussi avec mon mari, puisqu'on travaille ensemble, donc on parle quand même beaucoup Mhm. du métier. Nous, on a commencé à se sentir, on va dire, à l'aise. Et je crois qu'on ne le sera jamais complètement. Enfin, je veux dire, il n'y a pas un jour où je vais me lever, où je vais me dire, ça y est, c'est bon, Ah bah je suis, j'imagine. je suis opérationnelle et je Ouais. suis bonne dans tous les domaines. D'ailleurs, moi, j'ai scindé pour justement pouvoir m'améliorer dans un domaine plus que dans un autre. Ouais. Mais si tu veux, je pense qu'en tout cas, pour être à l'aise et me sentir légitime et pas avoir l'impression de faire plus de mal que de bien, je pense Ouais, c'est pas mal déjà. il m'a fallu, il m'a fallu 10 ans, quoi. C'est un métier où la phase d'apprentissage, elle est longue et je pense même qu'elle s'arrête jamais. Faut Ouais. l'accepter aussi, quoi. Ouais, et ça, pour le coup, ça, je le mettrais plus dans les avantages du boulot. C'est a priori stimulant toute ta vie professionnelle. Je suis pas sûr qu'il y ait énormément de boulot où il y ait à manger comme ça pendant toute une carrière. Donc ça, c'est chouette, mais aussi, ça demande des efforts tout le long. Et ouais, ouais, c'est vrai que ouais, enfin en tout cas moi je suis loin de me dire ouais, d'aborder toutes les journées en me disant c'est bon, ça c'est que des choses que je gère bien, quoi. Très loin. Non, mais c'est vrai que les débuts, t'as les bases, mais voilà, moi j'ai des souvenirs enfin, de moments où tu es complètement en détresse, quoi. C'est-à-dire qu'un acte qui se passe pas comme il faut, et tu as le patient qui est là et tu peux pas montrer que tu veux pas. Alors, surtout quand tu es jeune. Toi, tu as peut-être un avantage, c'est que les gens, quand ils viennent te voir, ils se disent pas, tiens, lui, il sort tout juste de la fac. Donc, tu as, t'as le bénéfice du doute. Donc, moi, Peut-être que ouais, ouais, peut-être que j'ai le masque. Mais c'est vrai que quand es tout jeune, peut-être aussi que quand tu es une femme et que Ouais. tu commences ton exercice, et si t'es pas vraiment sûr de toi et que tu commences un peu à perdre tes moyens parce qu'une extraction se passe pas comme tu veux, ou que je me souviens des fois de pas réussir à déceler des couronnes, je sais plus, après j'ai trouvé des solutions à tout ça, mais des rendez-vous qui devaient durer une demi-heure et qui durent 2 heures, c'est franchement, c'est franchement très perturbant, quoi. Ouais. Et Le mot est c'est faible. vrai que alors bon là, dans ma vie de tous les jours, j'ai pas de jeunes diplômés autour de moi, donc ça je vois pas, mais en tout cas à l'époque de la fac, c'est vrai qu'il y avait des nanas qui faisaient très jeunes physiquement, quoi, qui avaient un petit peu l'air de bébé. Elles étaient là avec leur petite voix et tout. Et donc, ouais, ouais, elle disait que c'était pas simple pour elle d'être crédible face aux patients, quoi. Alors, moi, j'ai peut-être un petit peu eu un coup de pouce parce que j'avais plus l'air d'un bébé, quoi.
Mais ouais, ça c'est possible. Après, c'est difficile de s'en rendre compte. Et c'est vrai que, ouais, en tout cas, à la fac, c'était assez vrai. Maintenant, les patients, je veux dire, ils savaient très bien qui était le prof et qui était l'élève. Je pense, ils, ouais, ils savaient très bien que moi non plus, je savais rien faire, quoi. Il n'y avait pas que la fille à côté avec son air tout jeune. Moi non plus, je savais rien faire, ils le savaient très bien. Euh, mais en tout cas, peut-être dans le premier contact, dans le premier abord, quoi. Peut-être que ça joue. Moi, j'ai jamais trop eu de, de, de patients qui commencent à me parler comme un gosse ou ce genre de choses, quoi. Donc, ça, c'est vrai qu'il y avait des copines à qui ça arrivait de temps en temps. Euh, ouais, peut-être sur la première impression, quoi. Après, ils étaient pas dupes, ils savaient qu'on était les étudiants qui Ouais. savaient rien faire. Mais là, t'es dans quelle structure? T'as un statut de collaborateur? T'es dans un Ouais, cabinet de groupe? ouais, c'est une CELAR, là, je suis collaborateur. Ouais. Et donc, c'est un cabinet qui t'a choisi sans choisir finalement. En tout cas, t'as pas choisi l'endroit puisque ça rentrait dans le cadre du contrat d'engagement de service public que Oui, parce que la t'avais. contrepartie du coup de ce financement qui m'a bien, qui m'a bien rendu la passerelle possible, la contrepartie du financement pendant la reprise d'études, donc qui représente un certain nombre de mois, après le diplôme, on doit le même nombre de mois de travailler dans ce qu'ils appellent des zones sous-dotées, donc ils ont un maillage du territoire avec, il y a une feuille Excel avec toutes les communes où on a le droit d'aller. Et donc celles qui sont officiellement reconnues comme sous-dotées, on peut y aller. Celles qui ne sont pas reconnues comme sous-dotées, on ne peut pas aller, quoi. Le zonage, il est fait un peu vite fait. Donc Ouais. il y a la réalité du terrain, elle ne correspond pas vraiment au zonage, mais bon, en tout cas, il faut respecter le zonage. Et moi, la commune où je suis aujourd'hui, elle n'était pas dans le zonage. Et la commune d'à côté, où il y avait déjà des dentistes, était considéré comme sous-doté. Quand j'appelais les dentistes sur place, ils disaient ah bon, on est sous-doté, nous, oh, je trouve pas. Oh, collaborateur, oh, non, j'ai pas trop envie de m'embêter avec ça. Et donc, je voyais pas trop le lien entre le zonage et la réalité du truc. Ça commençait à me faire peur parce que je me disais, ben, en fait, tu peux pas bosser partout et le zonage, il est fait à l'envers. Et du coup, tu as le droit de bosser là où les gens n'ont pas besoin de toi. Là, ça va être compliqué. Et puis, un jour, en cinquième année, du coup, je reçois un coup de fil. C'était donc la personne du cabinet là où je travaille, que j'avais connue en faisant de l'observation pour préparer ma passerelle. J'avais appelé des dentistes dans mon coin, et puis j'avais été voir ceux qui acceptaient de me prendre en observation. J'allais regarder un petit peu leur job, quoi. Et, et donc voilà, cette personne me rappelle, elle avait été sympa de me prendre une journée à l'époque. Et donc elle me dit, ah bah nous là on a un nouveau cabinet, on s'est installé avec mon mari, le cabinet il sort de terre, on est là et on aimerait bien trouver quelqu'un pour étoffer la structure. Il y en avait un qui partait à la retraite en fait bientôt, et donc il cherchait quelqu'un pour le remplacer. Et moi j'étais obligé de répondre, ça a l'air super, mais en fait j'ai pas le droit, quoi. Parce que cette commune-là, elle fait pas partie de la liste où j'ai le droit d'aller, quoi. Et on a réussi à faire réévaluer un petit peu le zonage, parce que c'est vrai que dans ce coin-là, il y avait peu de dentistes, pas mal de population, et en plus ils étaient, enfin il y en avait plein qui étaient pas loin de la retraite, quoi. D'accord. Donc on a réussi à faire rajouter cette commune-là dans la liste, comme quoi c'est pas si rigide que ça. Ouais. Et du coup, ça a pu rendre les choses possibles, mais sinon, j'avais juste pas le droit d'y aller, quoi. Donc là, vous êtes 3 praticiens? Ouais, non, non, on est quatre, parce que il y en a ils sont deux associés, en fait, dans la CELAR, ils sont deux, et donc il y en a un qui est associé minoritaire, qui est un jeune qui a un petit peu plus d'expérience que moi, et puis moi, je suis le dernier arrivé, quoi. Ok. Et, et là, ça se passe comment? Enfin, je veux dire, tu te sens comment, toi, dans ton exercice quotidien? Tu vois, il y a des domaines, tu as l'impression qu'il faut que tu t'apprennes un peu partout.
t'arrives à prioriser, à dire là, il faut que je progresse plutôt dans ce domaine-là que dans un autre. Enfin, voilà, comment tu te situes? Si je m'écoutais, je me formerais toute la journée en tout, donc c'est pas possible. Euh, Il y a, ouais, il y a plein de choses que je m'autorise pas trop à faire parce que j'estime que je sais pas trop. En fait, moi, je m'imaginais en sortant de la fac faire de l'implanto rapidement parce que je trouvais qu'il n'y avait pas de raison de pas faire d'implanto et que sans aller jusqu'à se hyper spécialiser dedans, qu'il n'y avait pas de raison de ne pas faire au moins des cas un peu simples et tout. Et puis aussi ci, et puis aussi ça, et puis voilà, je me voyais vraiment comme être capable d'un peu tout faire rapidement. Et puis en fait, ouais, quand je suis arrivé un peu dans la vraie vie, j'ai vu que déjà faire la base un peu bien et un peu correctement, ce serait déjà pas mal. C'était déjà un défi assez important. Donc, donc j'ai plus concentré mes efforts sur consolider un petit peu ce que j'avais déjà appris pour le faire correctement dans la vie de tous les jours, plutôt que de découvrir des choses complètement nouvelles. Et, euh, et ensuite, j'ai attaqué de la formation sur des choses pas complètement nouvelles, mais pour approfondir un petit peu. Mm. Par exemple, Ouais. t'as fait quoi là C'était comme formation? la grosse formation que j'ai fait l'année dernière, c'était de la paro. C'était Pour, laquelle c'était formation? l'académie de paro. Ok. Ouais. Ouais, parce que bon, je me sentais pas trop de gérer moi-même la paro. On en avait fait un petit peu à la fac, j'avais vachement bien aimé d'ailleurs. Et en même temps, je me sentais pas très opérationnel, quoi. Euh, et du coup, voilà, on m'avait conseillé cette formation-là comme étant assez applicable tout de suite. Il y a les recettes en fait, y compris parce qu'on ne voit pas trop à la fac, quoi, y compris la partie comment tu peux organiser ta séance parce que on fait pas des vacations de 3 heures comme à la fac où on a 3 heures pour le surfaçage, voilà, c'est pas possible. Euh, et comment on peut coter aussi, parce que en paro, c'est pas simple Ouais. de, de- de- d'intégrer une vraie pratique correcte avec la CCM et tout. Donc voilà, toute cette dimension-là, qui est pas vraiment clinique, mais qui rend la clinique possible, c'était super important. J'étais pas du tout à l'aise là-dessus. Et donc pour ça, c'était pas mal. En fait, approfondir des choses à la fois sur le plan clinique et à la fois sur le plan pratique dans la réalité du cabinet. Ça, Ah, c'est un c'est un peu challenge. c'est un peu ce genre de choses auxquelles je pensais en disant approfondir un petit peu les choses qui n'étaient pas complètement nouvelles, mais que je voulais rendre fluides dans la pratique, quoi. Et après, le gros point noir, c'est l'endo, hein. Du coup, ouais, ça y est, je me suis inscrit sur une formation pour essayer de. Formation en présentiel ou en ligne? Non, non, ouais, en présentiel à la SFE, Hmm. Société Ouais. française d'endo. Oui, oui, oui. Parce qu'il faut, il va falloir apprendre à faire de l'endo correctement, quoi. Euh, pour moi et pour les patients. On en a tous besoin. Et ouais, c'est ce qui te demande le plus enfin, de concentration et de temps. C'est une question de temps surtout. C'est une question de temps. En fait, je suis hyper lent. J'ai pris le parti de me dire, ok, je suis débutant, je sais que je serai de toute façon loin d'être rentable en endo, donc on met ça de côté. Je me paye ma courbe de formation en faisant mes endos sur des rendez-vous très longs. Je me suis dit, cherche pas à progresser en vitesse tout de suite, tant pis, ça viendra plus tard, mais essaye de sécuriser ta pratique, quoi. Donc je me suis dit, ok, toutes mes endos, je mets des rendez-vous immenses, et pour au moins les faire correctement, et ensuite, une fois que j'aurai l'expérience ou la confiance ou quoi pour accélérer, j'accélérerai, quoi. Hmm. Et je m'étais dit que j'allais faire comme ça.
Et sauf que je vois que j'ai pas du tout accéléré et que je suis pas du tout plus fiable qu'avant. Donc c'est un peu ma stratégie a pas bien fonctionné, quoi. Euh, ouais, du coup c'est hyper frustrant, quoi. Je galère et en plus je galère pendant longtemps et les patients sont pas mieux soignés que si je bâclais le truc en allant vite. Enfin c'est l'impression que j'ai. Et donc je suis pas du tout satisfait de ma stratégie en dos. Donc il faut absolument que j'ai un déclic pour faire. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression de me décarcasser pour faire du travail de qualité. Et l'endo, c'est les fondations. Et je suis pas content de mes fondations, quoi. Donc ça sert à rien de coller des bosons là-dessus. Voilà, s'il y a de l'endo pas maîtrisé, quoi. Et là, tu travailles avec des aides optiques, tu as fait des investissements au niveau équipement? Ah, ouais, on avait des petits tarifs à la fac pour acheter des loupes un peu moins chères, un Ouais. peu moins très chères que après. Donc en fait, moi depuis genre le courant de la 5e année, j'ai des loupes sur le nez toute la journée, quoi. Ouais, donc Je déjà, pourrais clairement c'est une pas. Le aide. jour où je les casse, je ferme le planning, quoi. C'est pas Et, possible autrement, quoi. et toute la question, justement, rentabilité, c'est quelque chose qui est sujet enfin, un sujet de stress pour toi Ouais, parce que ouais. t'as cette pression aussi, c'est-à-dire que quand on démarre une activité professionnelle à 25 ans, Ouais, complètement. on n'a pas encore des engagements financiers, une famille à nourrir, donc on accepte aussi cette courbe qui est assez lente en fait de progression. Surtout comme tu disais, si on veut ancrer une bonne pratique et mettre en place des actes enfin, en étant assez bon dans ce qu'on fait, à part peut-être des exceptions qui sont extrêmement douées et rapides, Il y en a, ça hein. prend pas mal de temps. Ouais, il y en a, mais Il y en a des incroyables. c'est peut-être pas la Ah, c'est pas la majorité. majorité, ouais, bien sûr. Non, c'est pas la majorité. Donc en fait, il y a quand même une acceptation de ne pas faire un chiffre d'affaires exceptionnel dès les 2 premières années d'installation, quoi. Mm. Et toi, t'es parti avec une idée en tête de chiffre d'affaires ou pas? Pas de chiffre d'affaires, mais il y a un peu une dimension, peut-être pas très saine, hein, mais de validation de cette reconversion. Euh, je, voilà, je me rappelle de combien je gagnais avant. J'étais plutôt sous-payé d'ailleurs par rapport à mes qualifications, mais en tout cas, ça fait le chiffre de référence, quoi. Ce serait quand même ballot de se reconvertir plusieurs années et de gagner moins ou pareil, mine de rien. Et donc après, voilà, j'avais un peu des chiffres en tête, pas trop de chiffre d'affaires parce que ça veut pas Non. dire grand-chose quand on n'a jamais goûté à l'URSSAF et tout, mais, Oui. mais, de combien tombe dans ma poche réellement à la fin, un peu l'équivalent d'un salaire, puisqu'avant j'étais salarié, quoi. Et en fait, c'est une question assez épineuse parce qu'on sait jamais vraiment combien on gagne, on sait jamais. Voilà, si ça va bien, on ne sait jamais si les charges vont pas augmenter d'un coup dans 6 mois. Enfin, voilà, on ne sait jamais trop où on est. Mais en tout cas, moi, j'avais pas vraiment un objectif chiffré, genre il me faut tant, sinon j'ai l'impression que j'ai raté mon virage. Mais ouais, une façon de valider ces choix-là et tous les efforts que ça a demandé à toute la famille. Euh, et ça, c'est con parce que enfin, ma compagne, elle n'est pas du tout là-dedans, mais moi, je me mets un petit peu de pression là-dessus. Alors, je suis pas spécialement à pro-gain et ouais, je travaille pas d'une façon qui me fera faire un méga chiffre. Enfin, voilà, il y en a, on voit bien, ils sont taillés comme ça. Même au moment de la fac, on sait qui est-ce qui va avoir un gros cabinet qui tourne à fond et qui fait du chiffre et qui sera bien organisé et tout. Moi, j'ai toujours su que j'étais pas une machine de guerre pour ça. Euh, Mais quand même, j'espère avoir la satisfaction de me dire, ok, tu as fait tous ces efforts, maintenant ça paye, quoi.
sans avoir la folie des grandeurs, mais voilà, au moins tu as une situation qui est sensiblement meilleure qu'avant, et ça valait le coup aussi au niveau financier. Ça valait le coup au niveau épanouissement professionnel, au niveau humain, ça j'ai aucun doute là-dessus. Mais voilà, j'aimerais bien avoir cette satisfaction-là aussi. C'est une forme de validation qui est pas, enfin qui vaut ce qu'elle vaut, mais je ressens un petit peu le truc comme ça, quoi. Et bah, au bout de 6 mois d'exercice Covid, Et ouais, c'est c'est un petit peu faussé la donne, donc c'est vrai que je me rends pas trop compte. ouais, Bah, c'est sûr que on a fait la compta pour l'année 2020, en fait, bah ouais, il manque 2 mois dedans. Enfin, ouais, c'est bâtard là. c'est un petit peu bâtard, donc du coup, je sais pas trop. Ouais, je vois le chiffre d'affaires quand même qu'augmente un petit peu progressivement, donc je me dis, je suis quand même sur la bonne pente. Euh, voilà, après, ouais, je crois que je mets dans la surveillance de ces chiffres-là un peu plus que vraiment une dimension juste financière, quoi. Ouais. Et C'est peut-être pas la après, chose à faire. non, mais je pense que c'est un peu Mais inévitable c'est comme ça. aussi. Et puis, Ouais. je pense aussi que, comme on n'est pas très nombreux dans la profession, et on est aussi relativement... même, bon, toi, tu es dans un cabinet où vous êtes plusieurs, mais ça ne veut pas dire que vous communiquez forcément beaucoup là-dessus Mm. et que vous parlez beaucoup les journées, ça s'enchaîne très vite, quoi, tu vois, Ah bah ouais, ouais. tu passes des journées un peu la tête dans le guidon tout le temps, et il y a quand même un effet de comparaison, quoi, tu vois, on essaie de s'étalonner par rapport aux autres, alors que ce soit en termes Mm. de compétences, parce qu'aujourd'hui on voit passer beaucoup de cas qu'avant on voyait pas trop, mais maintenant Mm. on les voyait dans les conférences, mais aujourd'hui, on les voit tous les jours sur les Ouais, on réseaux. les voit toute la journée, ouais. Et cet effet, et forcément cet effet en plus des réseaux, forcément c'est des travaux qui sont beaux, quoi. Mm. Donc on se dit que si c'est beau, c'est que derrière aussi y a la rentabilité qui va avec, ce qui n'est pas forcément vrai en plus. Ça peut être Ouais, ça très, on sait pas, hein, ouais, on non, sait ça peut pas. être très trompeur, mais en tout cas, dans notre inconscient, ça renvoie quand même à un modèle de réussite Mm. qui est celui qui excelle dans son domaine ou dans sa spécialité, qui a un cabinet de rêve et une belle structure et qui a une belle rentabilité. On va dire dans le sens de la récompense, quoi. Enfin, je veux dire, c'est-à-dire que c'est tout ça s'aligne. et, Mm. et sauf qu'en fait, je pense que dans la réalité, il y a peut-être 1%, je sais pas, je peux peut-être pousser jusqu'à 5% de la profession à qui se correspond ce modèle. Mais toi, tu te sens influencé par ce modèle qu'on nous propose? Euh, bah, c'est vrai que ça rend les choses très floues parce que effectivement, enfin, avec les gens enfin, qui exercent au même endroit que soi, on se voit pas beaucoup la journée, quoi, hein. C'est comme tu disais, c'est la tête dans le guidon. Enfin voilà, on tire la charrue, quoi. Et donc on échange. Quand on a le temps d'échanger un petit peu, on est plus en train de regarder des radios que de parler de rentabilité. Ouais. Et donc c'est vrai que enfin, les échanges là-dessus, ils sont, en fait, on n'a pas le temps, quoi. Après, moi, les gens qui sont, enfin, genre les copains de fac, bah, géographiquement, ils sont restés en ville, hein, parce que bah, ils sont jeunes et tout. Donc, en plus, bah, année Covid et tout, on s'est pas vu beaucoup. Donc, moi, j'ai pas du tout de conversation privée ou amicale avec d'autres dentistes qui auraient à peu près la même expérience que moi. Mm. Soit je parle avec des gens qui sont les gens avec qui je travaille la journée, et c'est vrai qu'on a plutôt tendance
à parler de l'urgence du moment, c'est-à-dire Des cas, tel quoi. plan de traitement, tel truc, un cas. Et finalement, eux, ils ont 15 ans d'expérience. Bon, bah ouais, voilà, on ne sait pas faire les mêmes choses, évidemment, quoi. Et même eux, les souvenirs qu'ils ont de cette époque-là, finalement, c'est des souvenirs qui ont 15 ans aussi. Ouais. Donc, ouais, je me sens un petit peu tout seul par rapport à ça. En même temps, ça ne m'étonne pas. Et, et par rapport à l'aspect réseaux sociaux, ouais, c'est à double tranchant. Effectivement, c'est facile de se sentir nul quand on voit tous les trucs parfaits qu'ils font. Les compos de face magnifiques que je vois pas comment ça peut être fait à 46 €. Voilà, on se pose toujours des questions aussi sur tout l'envers du décor. Et puis tout le matos que ça suppose, et puis le talent, hein, ça compte aussi beaucoup. Et, ouais, on a vite fait de se sentir nul, ou pas assez bosseur, ou pas assez. Je me forme pas assez, je lis pas assez de bouquins, tout ça. On a vite fait de se sentir nul. Et en même temps, ça évite aussi quelque part de s'encrouter. Si les seuls composites que tu vois, c'est les tiens, au bout d'un moment, ceux que Tu les tu fais, trouves beaux. c'est le standard, tu les trouves normaux C'est en tout ça. cas, quoi. Ouais, c'est Si la tu vois référence. les compos que tu fais la journée et puis que le soir, tu regardes sur ton téléphone, tu vois quand même que ça n'a pas grand-chose à voir, bon, tu peux dire, on va peut-être essayer de changer quelque chose. Donc c'est aussi pas mal, je trouve, d'avoir un peu des standards un peu meilleurs que les tiens sous le nez, quoi, parce que je sais pas, moi, quelqu'un qui exerçait dans les années 80, finalement, il voyait que ses restos à lui, Ouais, c'est que vrai. ses couronnes à lui, Ouais. et le prothésiste, de toute façon, il renvoie toujours un boulot parce que on est son client, hein, c'est pas notre prof, et il va toujours finir par renvoyer une couronne, quoi. Mais bon, Ouais. voilà, est-ce que c'est satisfaisant ou pas, c'est pas facile quand on est vraiment le seul juge et tout, donc ça, pour ça. Ouais. Que Ouais, ce non, mais soit ou l'accès aux formations, qui est aussi, j'ai l'impression, vachement plus facile qu'avant. Hmm. Les petites vidéos, il y a des webinaires tous les 4 matins. Bon, on a le temps de regarder un sur 10, mais... Faut juste trouver le temps, ouais, c'est ce que j'allais te Ah dire. ouais, non, mais ouais, il y a un moment, c'est incompressible. Je sais pas si c'était comme ça ou c'est un effet Covid, mais ouais, je sais pas, il y en a 12 par semaine. Non, il y a eu Bon, à un un moment, effet, il y a eu un effet accélérateur énorme ouais, depuis le premier confinement, mais ça c'est évident, hein. ouais, C'est ça s'est évident. peut-être un peu calmé là, mais ouais. Je suis pas Mais sûre, parce que je vois beaucoup quand même aussi de formations en ligne fleurir et ouais, il y a puis tout un business model qui apparaît aussi. ouais, et puis des formations de plus en plus qualitatives, quoi. Mhm. Mais ce qu'il y a, c'est Ouais, sans doute, ouais. que qu'après, la frustration, c'est d'arriver à faire toutes ces formations. Euh, C'est vrai. C'est vrai que ouais, on peut pas faire que ça en fait. Ce serait sympa. Et t'arrives à te projeter, à te dire peut-être te spécialiser dans un domaine plus qu'un autre, ou pour l'instant t'en es pas là? Ouais, je me pose souvent la question et clairement, j'arrive pas à répondre. J'espère que je saurai quand même pas trop tard parce que j'ai pas non plus. J'ai 15 ans de moins de- d'évolution possible que les autres, quoi. Donc, ce serait bien que j'attende pas qu'il soit trop tard pour donner ma patte à ma pratique. Mais pour l'instant, je suis pas capable de ça, quoi, du tout. Il n'y a pas un domaine, par exemple la paro, ça t'a plu la formation, mais ça n'a pas été une révélation. Tu te dis pas, je veux faire que ça, quoi. Oui et non, à chaque fois que je vois une vidéo, je me dis, je m'y vois. Donc, oui, je me suis dit ça un instant. Et puis après, j'ai commencé à apprendre mes cas. Et puis, effectivement, des fois ça marche, des fois ça marche pas trop. Et du coup, voilà. Et puis tu te rends compte que tu te sens pas non plus prêt à abandonner le reste, en tout cas pas maintenant. Ouais, Et ouais, voilà. c'est trop tôt là. Ouais, c'est trop tôt. Il y a plein de choses où je sens que j'ai besoin absolument de m'améliorer. Il y a plein de choses où j'ai envie de m'améliorer. Et il y a plein de choses que j'ai envie de découvrir aussi, quoi. Donc, ouais, pour l'instant, ça va. Ouais, plutôt, la difficulté, elle est plus sur essayer de prioriser de quoi j'ai besoin en premier, quoi. Et l'association, c'est quelque chose auquel tu songes, ou le statut de collaborateur te convient bien pour l'instant?
Je suis pas malheureux comme collaborateur. Après, je vois clairement ça comme quelque chose qui doit pas s'éterniser, quoi. Ouais. Euh, ouais, je me verrais bien quand même un peu taulier euh, de la structure où je travaille, quoi. Ou cotolier, hein, c'est pas l'histoire d'être le patron, mais D'être aux commandes. Enfin, je veux dire, d'avoir une... pas aux commandes, mais de faire partie des décisions hmm. D'être et engagé, quoi. de Ah, c'est ouais, et la quel notion matos on d'engagement. Ouais. achète, et ouais, voilà. Ouais, Après, je profite aussi du confort d'être collaborateur, parce que il y a plein de contraintes que j'ai pas, je vois les autres les avoir, et c'est sûr. ben, tu vois, pendant que moi je me stresse sur des questions cliniques, et ben les autres ils se stressent parce qu'il y a une fuite dans le toit, non, il faut, ou la panne du fauteuil ou quoi, enfin c'est un sacré boulot, et je goûte aussi le confort de, de pas m'y coller, mais je vois ça comme un truc un peu artificiel, tu vois, c'est pas normal que je m'y colle pas quelque part, quoi. Hmm. Ouais, ouais. Je sais pas s'ils vont m'écouter, coucou, les collègues. Mais, non, mais après, c'est normal aussi. Ça fait partie de la suite logique. Ben, je pense. Hein. Après, tu sais, il y a des pas de la vie. Notre collaboratrice, elle est en pleine construction d'une famille avec Mhm. une petite fille en bas âge. Là, elle attend son deuxième. Enfin, je veux dire, moi, je me replonge dans cette période-là. Moi, j'ai eu la chance de me greffer dans le cabinet de mon mari et de m'associer avec lui. Et j'avoue il a pris en charge énormément de choses que moi, à l'époque, j'avais du mal à prendre en charge parce que j'étais dans les grossesses et les enfants. Il aurait fallu que je le fasse, je l'aurais fait. Ça aurait d'ailleurs peut-être été une très bonne chose pour moi. Mais... mais voilà, après, c'est vrai qu'il y a un moment donné où je pense que ça devient aussi naturel d'avoir envie de, de, de passer à un engagement plus. Enfin, je sais pas, plus. Bah, être aux décisions, quoi. Ouais, plus réel en fait, quoi. Et est-ce que tu dirais que du coup il y a des gens, enfin c'est comme tout, je suppose qu'il y a des gens qui ont plus la fibre, presque, presque entrepreneurs, tu vois, à bouger ciel et terre pour que le câble sorte de terre, et avaler toutes les contraintes les unes derrière les autres. Et cette norme, ouais, c'est bon, on y répond. Celle-là, pas encore, il faut que j'appelle tel organisme pour certifier ceci. Et puis là, il y a le plombier, et puis machin, et puis Ouais, bah, l'ordre, et puis je pense tu vois, des gens qui que. sont un peu des locomotives de ça. Ouais. Et Bah, où je est-ce pense que oui. que. Alors, je pense qu'il y a deux Ouais. choses. Ouais, effectivement, il y a des gens qui sont plus entrepreneurs dans l'âme que d'autres. Ça, c'est évident. Hmm. Et puis après, je pense qu'il y a aussi les circonstances. C'est-à-dire que moi, j'avais cette possibilité-là. C'est-à-dire que mon mari, lui, est très proactif. Il prend des décisions très vite. Et puis, il a un côté aussi... euh, alors je sais pas le terme, mais je vais peut-être pas trouver le bon terme, mais un côté Saint-Bernard, c'est-à-dire qu'il y a un problème, c'est tout de suite le premier à venir porter secours. Ouais. Donc moi, je m'étais mise un petit peu en position de retrait parce que j'ai tenté le Sexmo sur Bordeaux à 2 reprises. J'étais très proche de l'avoir la première fois et la deuxième, ça a été un énorme échec. Et donc, Hmm. je me suis retrouvée à 30 ans à me dire, là maintenant, il faut que je bosse, quoi. Il faut que je bosse, il faut que je gagne ma vie. Au départ, en fait, on n'était pas du tout prêts à travailler ensemble. Et même si aujourd'hui, on en est hyper content, enfin, faudrait lui demander à lui, mais moi, je suis contente. Et ça s'est pas fait forcément naturellement, quoi. Ça s'est fait parce que c'était le moment.
Et donc, je me suis beaucoup laissée porter. Et je pense que ça a été une bonne chose, mais ça a été trop confortable. Et je pense Ah ouais. que dans mon parcours, ça aurait peut-être été une bonne chose que je sois obligée de me débrouiller par moi-même. Mais ça, on en a parlé. Hein, et donc, ça a été un frein à à ma confiance, enfin, au fait que je gagne confiance en moi, quoi. J'ai mis beaucoup de temps à prendre confiance en moi. Euh, c'est un métier dans lequel je me sentais pas du tout à ma place pendant de très nombreuses années. Et je pense que ça a joué. Donc, tu Mais vois, c'est lié au fait de ne pas avoir créé toi-même ta structure ou c'est autre chose parce que tu pensais à de l'ortho et puis finalement ça s'est pas fait et tout? bah, c'est un mélange, mais Ouais, je pense que quand tu es face à des difficultés et que tu n'as pas le choix, tu te sors les tripes, quoi. Et donc forcément, ça peut être un côté douloureux, mais mhm. derrière, il y a quand même la satisfaction de regarder en arrière et de dire, bah Ouais, voilà, en fait, c'était hyper dur, les travaux, la gestion, parce que tu vois, tout ça, j'ai pas eu je ouais, l'ai c'est pas une forme de géré, en fait, hein. validation. Ouais. J'ai pas géré les problèmes informatiques, j'ai pas géré les problèmes justement comme tu disais quand il y a un problème et même encore aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui s'il y a un problème d'ordre technique, moi je ne suis pas dans la posture de celle qui va trouver une solution, quoi. Celle qui est concernée. Mais Après, si j'ai ça fonctionne comme ça, oui pourquoi et pas, puis hein, j'apporte d'autres choses, mais tu vois un jour ouais, s'il est d'accord, je ferai une interview et ça sera peut-être intéressant, même pour moi, de savoir ce qu'il en pense. ouais, Donc, ouais, carrément. et toi, par rapport maintenant à cette expérience, euh, voilà, si quelqu'un venait te voir à 35 ans et te disait, bah, peut-être d'ailleurs suite à cette écoute, ça peut arriver, quelqu'un qui dise, ben, moi je me pose pas mal de questions sur une potentielle reconversion pour devenir dentiste, tu lui conseillerais de foncer ou tu mettrais quand même un petit peu un bémol? Sur tu veux dire sur la, enfin, l'attractivité du métier derrière, Ouais, à quoi il voilà, doit c'est s'attendre? quelqu'un qui viendrait te voir et te demanderait enfin pas ton avis, mais te dirait voilà, moi j'ai tel métier, je suis pas complètement satisfait de ce métier, je veux changer de métier et c'est le métier de dentiste qui m'intéresse. Sachant qu'il y a 5 ans d'études, sachant que tu repars à zéro sur un métier manuel qui met beaucoup de temps en fait à acquérir Mhm. des compétences. Tu lui dirais vraiment sans aucune hésitation de foncer ou tu t'y mettrais un peu plus de nuances. Je crois que je le sonderais un petit peu pour voir le pourquoi il s'intéresse à ce boulot-là. Euh, et ouais, effectivement, j'ai l'impression que si il y a les mots-clés travail manuel, réflexion clinique, pense un petit peu aux patients aussi, au passage, c'est pas plus mal, euh, qui sortent spontanément, a priori, tu peux dire, bah ouais, tu vas t'éclater, ça vaut les efforts, ça vaut les efforts à consentir et tout. Euh, je pense que ça dépend beaucoup de qu'est-ce qui, dans ta réflexion, t'a fait atterrir sur l'hypothèse de devenir dentiste, quoi. Euh, En fait, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois qu'il y ait des gens qui me contactent par rapport à la passerelle. Parce que du coup, vu que je l'avais passé, il y a bon, il y a des forums où ça parle beaucoup de tout ça. Et du coup, il y a des gens qui continuent de m'écrire alors que voilà, j'y suis plus depuis 5 ou 6 ans. De temps en temps, ça arrive, quelqu'un qui me contacte et ouais, j'ai vu que tu avais fait la passerelle, on peut en discuter et tout. Donc bah ouais, moi à l'époque, j'avais contacté des gens qui étaient passés avant et du Et coup, ouais, là, je suis toujours OK pour en parler un petit peu avec eux. Et ouais, du coup, c'est des choses qui arrivent où ouais, j'essaye de voir un petit peu qu'est-ce qui les motive et pour voir si
si je leur vends beaucoup ou pas beaucoup le métier derrière. Mais c'est vrai qu'après, ouais, je réponds pas tout à fait à ta question parce que les questions Si, elles sont parce quand même beaucoup que... orientées passerelles parce que bah, tout le monde n'a pas sa place hein, non plus, hein. Ouais. Loin de là, à ce truc-là, donc c'est hyper sélectif. On ne sait pas trop sur quoi on est sélectionné, donc du coup les gens sont vachement avides d'avoir des retours de ceux pour qui ça s'est bien passé, parce qu'en fait il Hmm. n'y a pas d'infos là-dessus. Et du coup c'est vrai qu'on parle quand même plus de ça que du métier en soi. Mais ouais, quand la question part sur le métier, ouais, avant de faire ma réponse, j'essaye d'un petit peu sonder d'où vient l'idée de penser à ce métier-là, quoi. Et après, ouais, non, moi j'ai quand même beaucoup de positifs à en dire hein, de ce boulot, enfin du peu que j'en connais pour l'instant. Aussi, je perds pas de vue qu'il y a beaucoup d'anciens qui déplorent que c'est plus comme avant, que c'est plus dur, qu'on est plus contraint, qu'on est de moins en moins libre. J'ai envie de Et dire que ce discours-là, il a toujours existé. c'est une soupe réchauffée, quoi. Enfin, je veux dire, de tout temps, c'était mieux avant. Enfin, Ouais. moi, j'ai envie de voir quand même. Je pense que je retournerai pas dans le passé pour plein de raisons, hein. Aujourd'hui, tu vois, on parlait de l'endo, mais enfin l'endo mécanisé, les techniques qui ont vachement évolué, le matériel. Enfin, je veux dire, Ah ouais, ouais. on a des conbeams, on a des choses dont on peut plus se passer. Je veux dire, c'est un confort de travail qui est énorme. Ouais, sans doute, ouais. Ouais, ouais, il y a tout ça aussi. Complètement. Moi, en tout cas, moi, de ce que je vois de ma toute petite expérience, ouais, c'est un boulot génial. Et, et voilà, il y a sûrement des gens qui ont raison d'être inquiets par rapport à l'évolution, ouais, notamment réglementaire et tout du métier. Et après, c'est peut-être que ça correspond à la fraction de râleurs qu'il y a partout dans tous les métiers. Ouais, il y a aussi plein de gens super enthousiastes, justement, comme tu disais, hein, sur l'évolution technique qui est assez spectaculaire. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de métiers où les choses évoluent aussi vite Ouais. et aussi profondément qu'en dentisterie, quoi. C'est assez Quand dingue, hein. ouais, ouais, ouais. Et donc, ouais, il y a les deux, quoi. Mais moi, ouais, du peu de recul que j'ai, ouais, c'est quand même vachement positif, quoi. Enfin, j'ai l'impression que c'est un beau métier, quoi. Ouais, c'est un beau métier. Mhm. Ben écoute, c'est une, une bonne manière de conclure parce on a quand même vachement discuté. C'était super sympa. Eh ben, euh, Parce que moi, ça m'apporte à chaque fois énormément en fait, hein, tous ces échanges. Et d'ailleurs, c'est grâce à ça, à tous les échanges que j'ai eus aujourd'hui avec mes invités, que je vais vraiment, là maintenant, j'ai tourné une page, quoi. C'est-à-dire que bah, tu me posais quelques questions tout à l'heure, mais moi, aujourd'hui, je m'éclate à aller au cabinet, quoi. mhm. Et je suis même passée à un stade où j'ai l'impression, je suis un peu frustrée parce que je manque de temps pour me former et j'aurais envie j'avais laissé un peu tomber l'omnipratique pour faire que de la paro et parce que ça peut-être aussi parce que c'était un domaine qui me rassurait. Enfin, je peux pas trop l'expliquer, mais disons que de scinder un peu, bah, ça me permettait de me concentrer que sur un domaine. Et aujourd'hui, à force d'écouter des gens comme toi me raconter leur parcours, ça ouvre des perspectives énormes. Donc franchement, je sais que c'est pas un exercice facile, mais merci beaucoup Antoine de Mais t'être prêté au jeu. ce serait rigolo que tu t'auto-interviewes, justement, parce que là, enfin, toi, tout ce que tu viens de dire sur ce que ça change pour toi, de ta perception de ton propre métier, tu vois, le fait de Ouais, parler, en fait, tu es une dentiste qui parle avec beaucoup de dentistes loin de son cercle social de la vie de tous les jours, quoi, les gens qui sont pas loin de toi ou que tu connaissais déjà avant. Et ouais, ce serait super intéressant de voir comment toi tu moulines tout ça en tant que dentiste, quoi. ouais, mais ça peut être un projet effectivement intéressant à venir.
de me retrouver Sans pression, hein. de l'autre côté. Non, non, sans pression. Mais en tout cas, ouais, je pense que la clé, bon, c'est la formation, mais faut pas penser que à la formation entre guillemets payante, dans le sens où on paye une prestation, on va aller acquérir des nouvelles compétences. C'est génial, hein, attention, hein, je ne remets pas du tout ça en question. Mais il faut penser à une autre forme de formation auquel on n'est pas habitué, auquel on ne pense pas, c'est d'aller voir des confrères bosser. Je veux dire, je connais personne, vraiment, ça doit être exceptionnel, qui te dira ah non, moi je veux pas que tu. Aujourd'hui, je pense pas que quelqu'un te dise ah non, moi je veux pas que tu viennes me voir bosser, je suis pas très à l'aise avec ça. T'en trouveras. Et franchement, de parler d'autres choses aussi. Parler d'autres choses parce que notre métier, il y a plein de compétences qu'on n'a pas, de management, de gestion, d'organisation, et que tu peux aller piocher en sortant un peu de ton cabinet et en allant voir d'autres personnes bosser dans leur sphère. C'est hyper enrichissant. Et ça, Moi, je le fais un petit peu, c'est vrai que c'est sympa. Ouais. Et voilà. Et moi, c'est vrai que les échanges, ça m'a appris ça aussi. Donc, je te souhaite une belle carrière. Merci, pareil. Et puis, je pense que dans notre petite sphère, on aura l'occasion de se croiser un jour sur une formation ou l'ADF ou je ne sais quoi. Donc, avec grand plaisir. Donc je te dis à bientôt, en fait. Eh bien ça marche, à bientôt. Vous avez écouté l'épisode 43 d'Entretien avec un dentiste. Si vous souhaitez vous aussi répondre au questionnaire, il est disponible sur la page d'accueil du site internet, juste en dessous de ma photo, ou sur Instagram dans ma bio sur le lien Linktree. Et puis, surtout, si vous aimez le podcast, continuez de le partager tout autour de vous, ça m'aide énormément. On se retrouve le jeudi 4 novembre pour un nouvel épisode.